je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus sérieux, toujours associatif, qui sert vraiment aux étudiants. Et de là est né Le Petit Juriste. Donc on a été pendant longtemps la première publication spécialisée gratuite en France, tout confondu. C'est complètement délirant de changer de métier. D'ailleurs, mes filles me disent, mais en fait, c'est quoi ton métier? T'es entrepreneur, t'es écrivain, qu'est-ce que tu fais? Non, enfin bon, blague à part. Mon métier, c'est entrepreneur. Je suis passionné de l'écosystème startup. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion chez moi, intrinsèque. C'est-à-dire la création d'entreprises, les parcours d'entrepreneurs, les histoires autour des entrepreneurs, que ce soit de Gustave Eiffel à Xavier Niel, si tu veux, il y a des histoires magnifiques de gens qui viennent de rien, qui construisent des boîtes. Et c'est une vraie passion. Et je me suis dit, comment je peux créer quelque chose qui aide tous ces entrepreneurs? Il y a énormément de financement. On est vraiment sur une terre d'entrepreneurs, un paradis pour entrepreneurs en France. Faut le dire et le redire parce que c'est en pleine croissance. Il y a une dynamique très forte. Et pourtant, il y a tellement d'entrepreneurs qui n'arrivent pas ou qui ne réussissent pas à lever des fonds et à structurer la finance de leur boîte que je me suis dit, c'est pas normal. Et c'est de là qu'est né Eldorado, tout simplement en disant, moi je vais créer un endroit unique, une plateforme où on trouve tous les financements qui existent pour tous les types de projets, quels qu'ils soient, quel que soit le stade de développement. Entrepreneur, c'est pas qu'un métier dur en termes d'horaire de travail, c'est en termes aussi de psychologie parce qu'on pense qu'à ça, sa boîte, quoi. C'est un motto qui est important de se dire, la vie est trop courte pour faire des trucs chiants, quoi, tout simplement. Je sais pas si je gagnerai ma vie, mais au moins ça m'amuse de faire de l'entrepreneuriat. Et si je réussis en plus en parallèle, tant mieux. Vous écoutez La Combinaison, le podcast qui part à la rencontre de personnes exceptionnelles qui ont réussi dans leur domaine. Sommes-nous tous égaux face à la réussite? Quel est le making-of, la combinaison d'éléments, de rencontres, de succès ou peut-être d'échecs qui ont porté des personnes ordinaires à devenir des entrepreneurs d'exception, des sportifs de haut niveau, des écrivains de renom ou des artistes qui rencontrent le succès? Je suis Frédéric Azoulay, un passionné de podcast depuis plusieurs années et dirigeant d'une entreprise Papéo.fr, une imprimerie en ligne réactive pour les professionnels et les revendeurs. D'ailleurs, si vous écoutez cet épisode jusqu'à la fin, je vous offre un code promo pour commander sur notre site. Ces parcours de vie me passionnent, me fascinent et je me suis toujours demandé ce qui faisait la réussite d'une personne. Je sillonne la France pour tenter de répondre à ces questions en rencontrant ces personnalités incroyables. Tous les 9 jours, je vous retrouve et je vous partage ces conversations passionnantes qui, j'espère, vous inspireront autant que moi. Bonne écoute. Salut Adrien. Salut Frédéric. Alors, tu es le CEO et cofondateur d'Eldorado, une plateforme qui a pour but d'aider les startups dans leur financement. C'est bien ça? Exactement. Tu viens de sortir un livre que j'ai lu et que j'ai apprécié, je te l'ai dit. Merci. Obtenez les meilleurs financements pour votre projet, qui agrège pas mal de solutions pour financer. Je crois que tu en dénombres à peu près un millier. Oui. Dans une autre vie, tu as fait, on va en reparler évidemment, dans une autre vie, tu as fait des études d'avocat sans jamais pratiquer. Exactement. Tu vas nous expliquer tout ça et on va surtout tenter de comprendre la combinaison d'éléments qui t'a amené là où tu es. On va faire un petit clin d'œil à Raph Grieco qui nous a mis en relation, qui a un super podcast qui s'appelle Runaway Series sur l'investissement. Avant de dérouler ton parcours, Adrien, je vais te demander de te présenter. Merci Frédéric et bonjour à toutes et tous. Donc je suis très très content d'être sur la combinaison aujourd'hui. Donc je suis Adrien Chaltiel, je suis père de 2 enfants et demi puisque je suis père et beau-père d'une petite fille aussi. Donc j'ai 2 enfants et une petite. J'habite à Paris, je suis parisien. Je suis entrepreneur, donc c'est aussi ce qui nous a rapprochés sur les sujets qu'on a déjà évoqués. Je suis maintenant auteur. Alors c'est complètement délirant de changer de métier. D'ailleurs, mes filles me disent, mais en fait, c'est quoi ton métier? T'es entrepreneur, t'es écrivain, qu'est-ce que tu fais? Non, enfin bon, blague à part. Mon métier, c'est entrepreneur. Je suis passionné de l'écosystème startup et voilà. Donc, je suis très content d'être là. Alors, on le précise, on est à Station F, donc dans le temple de la startup. C'est magnifique. Je posterai quelques photos. Avant qu'on parle de ton parcours, pourquoi tu t'es installé à Station F? C'est une bonne question. En fait, ça fait très longtemps dès même la naissance de Station F, on est très proche de Roxane, de Xavier Niel et même Jean de Kima, etc. On a tout de suite été vraiment très attiré par ce lieu qui a 2 caractéristiques
énormes. Le premier, c'est que c'est gigantesque. Quand on rentre, on ne se rend pas compte, mais il y a plus de 800, voire même plus startups qui viennent tous les ans, des milliers de partenaires et prestataires, etc. Et l'autre chose, c'est que c'est un lieu qui dégage une très grosse énergie, une très grande énergie. Je trouve que c'est vraiment important quand on démarre un projet ou quand on accompagne des entrepreneurs, c'est d'être énergisé, et je trouvais que ce lieu correspondait bien à l'ADN d'Eldorado. Donc nous, on a eu nos bureaux on a fait un peu de tout, on a fait un espace de travail collaboratif, pépinière, incubateur, etc. On a eu nos bureaux pendant 2 ans dans le Sentier, rue d'Aboukir, et au moment du confinement, j'ai pris la décision de rendre les bureaux qu'on avait pour passer en full remote, comme on dit dans l'écosystème, donc en 100% télétravail avec nos équipes. On est une vingtaine. Et après 1 an et quelques, on s'est dit ce serait bien aussi de trouver un endroit pour se retrouver. C'est là que est revenu sur le sujet, sur la table, Station F, et on a pris nos bureaux ici, et qui sont vraiment vraiment super. On travaille 2 jours par semaine ici et 3 jours en télétravail chez Eldorado. Ok. On va rembobiner. T'es né où, à Paris aussi? Parisien, c'est pure chose. Non, en banlieue parisienne, à côté de Saint-Germain-en-Laye, pour ceux qui connaissent. Ah oui. J'ai passé une enfance au Vésiné, c'est pas très loin. Voilà, c'est ça. Quel genre d'enfance t'as eu? J'ai eu une enfance heureuse, on va dire, plutôt privilégiée. J'ai de la chance, j'ai 3 frères et sœurs, donc on est une famille de 4, avec des parents très présents et aimants et ouverts à tout ce qu'on veut faire. On est 4 frères et sœurs assez différents, avec des parcours différents, et en école publique, quelque chose, on va dire, entre guillemets, assez classique. Je sais pas si ça va parler aux gens, mais c'est une chance que j'ai eu une enfance plutôt très heureuse, encore une fois, et bien accompagnée par mes proches. Et puis je suis allé à Paris au moment de la fac pour prendre mon indépendance, justement, de cette vie-là, et puis de mes parents, tout simplement. Quand on a 18 ans, on a envie de partir. Et donc je suis devenu parisien au moment de la fac, en fait. Ils faisaient quoi, tes parents? Mon père était dirigeant, donc ils sont tous les deux retraités. Il était dirigeant d'entreprise dans l'univers de la défense, donc Dassault, Thales, etc. Et a fait une carrière très longue dans que 2 entreprises ou 3 qu'il a connues dans sa carrière. Donc c'est un peu différent de la génération d'aujourd'hui. Et ma mère est dirigeant, tu veux pas dire patron, au placé dans ce genre de groupe. Ouais, exactement, okay. Exactement. Et ma mère est institutrice. Elle était institutrice pendant toute sa carrière aussi. Donc on avait une maîtresse aussi à la maison quand on était enfant. C'était super. Alors je pose toujours cette question: envie d'être entrepreneur? Non, puisque tu as commencé par des études d'avocat. Exactement. Et explique-moi pourquoi cette attirance vers le droit? Alors tout simplement, c'est assez bête. C'est le stage. Je sais pas si tu te souviens des stages de 3e. Tu sais, les stages que tu fais quand t'es en 3e. Il y en a toujours encore aujourd'hui, de 3 jours quand tu découvres un métier, quoi. Et puis moi, j'ai eu la chance de suivre une juge au tribunal de grande instance de Versailles. Et j'ai adoré les avocats, j'ai trouvé ça assez passionnant, assez incroyable, la robe, tout le côté représentation, plaidoirie. En plus, j'ai fait des audiences en cour d'assises, en tribunal correctionnel. Donc tu vois, quand t'es en 3e, tu découvres des vols à main armée et tout, t'es plus du tout dans le côté fiction. Et la réalité, il y a une adrénaline assez incroyable qui se dégage des salles d'audience, du métier d'avocat, de la grandeur que ça a. Et puis ce jour-là, je me suis dit, moi, je veux être avocat. Donc tout le collège, la fin du collège, le lycée et m'ont guidé vers la fac de droit. Et après la fac de droit, là, j'ai réfléchi plutôt à autre chose, un peu par la force des choses, puisque c'est en étant à la fac que j'ai commencé à travailler sur des projets plus entrepreneuriaux, et je me suis découvert plus aussi une passion pour ça aussi. C'est-à-dire que quand tu as mis la main dedans, tu t'es dit... Enfin, j'allais te dire pourquoi pas, non, tu t'es dit pourquoi, en fait, je pourrais peut-être faire autre chose, en fait. Exactement. Ça t'a pas plus plu que ça? Alors, le métier d'avocat me plaît toujours, m'a toujours plu. Ce qui m'a un petit peu... Tu l'as validé, hein? Oui, je l'ai validé. Ouais. J'ai le même, ce qu'on appelle le CAPA, la certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, j'ai fait toute l'école du barreau. Et en fait, j'ai été jusqu'au bout pour dire avoir le diplôme, donc pour avoir... un diplôme encadré, faire plaisir à mes parents et me faire plaisir aussi. Mais j'avais déjà tellement mis les pieds dans l'entrepreneuriat, dans l'engrenage de l'adrénaline. Là aussi, je te parlais d'adrénaline avocat, mais aussi entrepreneuriaux, des projets, de la passion que tu as de rencontrer des gens, etc. Que au moment de choisir, soit une carrière d'avocat, soit partir avec son métier d'entrepreneur, j'ai choisi l'entrepreneuriat à ce moment-là.
Et je l'ai aussi fait parce que j'ai eu des expériences qui m'ont pas plu en stage. Tu sais, tu fais beaucoup de stages à la fin de tes études d'avocat. Moi, j'en faisais toujours. Et j'ai pas été emporté ou inspiré par des avocats avec qui j'ai travaillé. J'ai trouvé que c'était un métier assez dur. Bon, j'étais en univers de droit des affaires, donc assez tendu, on va dire, en termes d'horaire, etc. Et j'ai pas été porté ni inspiré. Et à côté, j'avais cette inspiration entrepreneuriale qui me tirait aussi très fort. Donc le choix s'est imposé assez naturellement. Ouais, j'en parle dans l'épisode qui est juste en ce moment avec Romain Paillard du Wagon, qui lui a fait comme toi, même cheminement, mais mis à part que lui, il a fait droit des affaires. Enfin, il a professé, hein, droit des affaires et pénal après. Où en plus il y avait ce côté que tu as vu en troisième, ce côté un peu théâtral du pénal qui est super agréable. Mais d'un autre côté, ce que tu viens de dire, c'est que il faut rédiger, il faut faire les conclusions, il faut travailler tard le soir, il faut gagner sa vie, parce que c'est compliqué quand même. C'est un métier... il y a... Ouais. Moi, je le dis d'ailleurs dans l'épisode précédent, là, mon avocat à Marseille me dit... même pour gagner 1 500 €, il faut y aller quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc après, ça dépend si tu es où tu rentres. Hein. Tu es diplômé, tu me dis, j'ai côtoyé ce métier de l'entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu as fait pour côtoyer ce métier ? En fait, à l'époque même, ça fait un petit peu vieux dire ça, mais on va dire entre 2008 et 2012, on est vraiment à la naissance de l'écosystème startup. C'est-à-dire on parle très peu d'entrepreneurs. Ceux dont on parle, c'est Jacques-Antoine Granjon, Marc Simontini et Xavier Niel. Ça se résume à ça. C'est une de challenge par an et un reportage sur TF1 par an, grosso modo. Donc en fait, on tombe dessus sans savoir trop ce que c'est. Moi, j'ai commencé par l'associatif. Beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, viennent un peu de ce secteur-là, associatif, plutôt festif, étudiant. J'étais président du BDE de ma fac et on organisait des soirées, des week-ends au ski, des semaines au ski, etc. Donc il y avait tout un côté managérial, gérer des bénévoles, répartir des rôles, s'inscrire dans un but collectif. Et il y a tout un côté opérationnel aussi, tout simplement signer des partenaires, des ventes de soirées, de l'argent, gérer tout ça. C'était un peu on va dire très artisanal, mais quand même il fallait le structurer. Et en fait, j'ai tout de suite à la fois aimé et j'ai trouvé que j'étais plutôt bon dedans. Enfin, j'aimais ça marchait bien et ça générait, les gens étaient contents, on a généré de l'argent pour l'association, etc. Et c'est en faisant ça que j'ai vu que j'avais une fibre. C'est en le faisant, quoi. Tu vois, tout simplement, il n'y a pas de formation entrepreneuriale. Puis même à l'époque, il y avait pas du tout de formation sur ce métier d'entrepreneur. Tu dis, j'ai géré le BDE, les soirées, etc. Il y a donc un côté leader quand même, parce que pourquoi on t'a choisi ? Tu as été président de BDE ? Oui, exactement. Pourquoi on t'a choisi ? Alors, je sais pas si je devrais le dire ici, mais c'est tout simplement parce que il y avait le week-end d'intégration et j'ai gagné le concours de shot, donc de la soirée. Donc c'est voilà, tu tombes dans le leadership par le côté très festif soirée. Donc je me suis fait un peu remarquer. Le mec qui se bourre la gueule. Voilà, non, le mec qui tient, qui gagne, qui met l'animation, qui met l'ambiance. Enfin, moi, en plus, je viens du rugby, donc tout ce qui est festif, etc. Moi, je baigne dedans. Et ce faisant, je me suis fait remarquer un peu de l'association parce que j'ai tout de suite fait un peu le foufou, tout en ayant plein d'idées. Et donc l'équipe avant moi m'a dit lui ce serait bien qu'il joigne le bureau, qu'il vienne avec nous, qu'il participe un peu plus, etc. Et en fait je l'ai fait complètement jusqu'à ce qu'un jour il y ait une élection du nouveau bureau et moi je dis moi je veux bien prendre le relais et avec une équipe continuer, progresser, faire d'autres choses, etc. Donc tu avais quand même le côté cool du mec qui s'amuse, qui sait faire la fête, et tu avais ce côté qui délivre, quoi, le mec qui fait des trucs quand même. Exactement. Quand même, gérer une asso, je crois qu'on avait environ 130 000 € de budget quand même à l'année entre les recettes et les dépenses. On fait pas de bénéfices parce que c'est un format associatif, mais ouais, c'est quand même quelque chose, quoi. Il y a des tableaux, du suivi, de la répartition, des réunions récurrentes, etc. Donc on fait pas que des concours de shot, mais c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait plein de choses possibles grâce au travail collaboratif et c'est ce qui m'a passionné dès le début. Et là, donc, on était en école d'avocat. Hein.
Exactement, à la fac de droit à Assas, donc Paris 2, Panthéon-Assas, rue d'Assas à Paris, à côté du Panthéon, et avec tout ce qu'il y a de génial quand on est étudiant, pas trop de cours à la fac de droit, beaucoup d'exigences quand même, parce que c'est dur les études de droit, hein, c'est beaucoup de par cœur, donc il faut quand même beaucoup travailler. Et tout le côté justement, qu'est-ce que je fais à côté? L'associatif m'a tendu les bras et voilà, je l'ai serré très fort. Ok. Et donc ensuite? Et ensuite, j'ai arrêté de le serrer très fort puisque j'ai redoublé ma première année à force de travailler et de shot. Et de shot. Donc je me suis dit, alors c'est marrant parce que c'est la naissance de ce premier vrai grand projet entrepreneurial pour moi, parce qu'avant c'était de l'associatif étudiant. J'étais l'été avec un de mes meilleurs amis à la montagne, et puis c'était en 2008 au moment de l'élection de Barack Obama. Et il y avait un article de lui disant ça a été le premier président noir de la Harvard Law Review, donc la revue étudiante des étudiants d'Harvard en droit, puisqu'il était aussi juriste de formation. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, nous on n'a pas de Assas ou de Sorbonne ou de Nanterre ou whatever Law Review. Et donc je me suis dit, j'appelle Law Review. C'est une revue juridique faite par les étudiants pour les étudiants. Donc en fait, un outil qui permet aux étudiants de s'exprimer sur de l'actualité juridique, partager, mettre un peu en avant leurs plumes, etc. pour d'autres étudiants. Donc tout simplement un journal étudiant, mais fait par les étudiants, comme il en existe dans les facs anglo-saxonnes, etc. Mais excuse-moi, je t'interromps, je vais te laisser continuer. Évidemment, on est en 2008 à peu près. Aujourd'hui, ça aurait pu exister parce que ce que tu me décris là, c'est presque un forum en fait. Alors, il y avait des forums d'entraide à l'époque, mais à l'époque, encore une fois, ça fait bizarre de dire toujours à l'époque, mais en 2008, il n'y avait pas Facebook, quoi. On commençait à peine à rentrer dans Facebook. Ouais, l'iPhone avait un an. L'iPhone avait un an, donc t'imagines, tout ce qui est sur Internet de collaboratif n'est pas dans l'essence même des personnes. Donc tu vas à la fac, tu fais tes cours, tu as des groupes de travail, vous vous appelez pour aller à la bibliothèque en commun, et après tout ce qui est à côté, il n'y a pas trop de caisse de résonance. Surtout à la fac de droit, c'est assez, il y a plusieurs populations, mais la majeure quand même, c'est très studieux. On y va, on bosse, on rentre, etc. Sauf faire l'associatif festif. Et du coup, moi, je me suis dit, il y a une porte à prendre, justement, de faire quelque chose qui ramène les étudiants sur quelque chose de plus sérieux, puisque les soirées, on a vu que ça m'a pas mené vers des succès, puisque j'ai redoublé ma première année. Je me suis dit, je vais faire quelque chose de plus sérieux, toujours associatif, mais qui sert vraiment aux étudiants. Et de là est né Le Petit Juriste, qui est devenu la première revue juridique étudiante en France. En 3 ans, on a atteint 350 000 copies gratuites. Donc on a été pendant longtemps avec et encore aujourd'hui, ça existe encore, la première publication spécialisée gratuite en France, tout confondu. Après même les métros 20 minutes, à l'époque, il y avait un peu l'avènement de la publication gratuite, où on se finançait pareil sur la publicité, la diffusion, etc. Mais on a commencé au Panthéon, Assas Sorbonne. Mais c'était quoi? C'était un PDF ou un WordPress? Alors non, justement au début quand j'ai démarré, et ça c'est très drôle parce que ça fait écho à la sortie du livre que j'ai fait du coup 15 ans plus tard, je me suis dit je veux vraiment créer quelque chose de sérieux, pas une feuille de chou, pas un PDF, pas quelque chose, donc je veux vraiment créer une belle revue papier. On a envie de la garder, de la mettre dans son sac, de la ramener chez soi quand on est étudiant. En plus c'est du droit, donc c'est une revue spécialisée quand même scientifique. Mais tout en vulgarisant, en ayant des petites rubriques un peu sympas qui apportent un surplus de quand on va à la fac. On n'y va pas que pour les TD ou les cours, mais on y va aussi pour échanger sur l'actualité et la passion qu'on peut partager en tant qu'étudiant sur la science juridique, puisqu'après il y a eu la science économique, sociale, etc. Mais Le Petit Juriste, l'essence c'était ça. Et donc on a voulu faire un journal, et moi j'ai démarré où je me suis dit, et ça c'est une aventure entrepreneuriale vraiment géniale, et je te dis ça fait écho aujourd'hui parce que mon premier client que j'ai démarché, c'était la librairie Dalloz, rue Soufflot. Donc tu vois, c'est une librairie mythique, et je te dis ça parce qu'aujourd'hui mon livre est vendu dans cette librairie 15 ans plus tard, donc ça me fait un petit touche d'émotion. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même ceux qui éditent les codes. Le code civil, les rouges, quoi, les gros bouquins rouges. Ouais, exactement. Donc on appelle même ça le Dalloz. Exactement, le code Dalloz. Bon, ils ont des concurrents sur les codes aussi, mais c'est l'emblème du code en France, c'est le code Dalloz. Et j'ai démarché en disant, voilà, je sors ce journal, est-ce que vous voulez faire de la pub dedans pour 200 €, etc., une page de pub, etc. Donc c'était vraiment le démarrage. Personne ne m'a accordé confiance, même pas la librairie Dalloz d'ailleurs.
Mais je me suis dit au début, faut faire des revenus, mais personne ne veut investir dedans, donc je vais faire à mes frais le premier exemplaire. Donc je vais tirer 4000 exemplaires gratuits. Donc j'ai fait la mise en page avec des amis, des contenus. On était 4 au début. On a rédigé, je sais pas, une trentaine d'articles pour la première édition, et on faisait avec des pseudonymes pour faire croire qu'il y avait plein de gens qui avaient participé à la rédaction et qu'on était déjà une association hyper robuste, etc. J'ai fait le chèque à l'imprimeur en lui disant ne l'encaisse pas, laisse-moi 2 mois sortir le deuxième numéro pour encaisser des revenus publicitaires grâce à la première édition. J'ai fait faire des pubs gratuites dedans pour faire croire, entre guillemets, qu'il y avait des annonceurs. Et quand le journal est sorti, il y a tout de suite eu un super succès. C'était vraiment beau. Et quand je suis revenu voir les personnes que j'étais venu voir, donc les cabinets d'avocats, les éditeurs, les libraires ou autres, en leur disant est-ce que maintenant ça vous dit de participer en publicité au deuxième numéro, et ben là ils ont pris des pubs et ça a amorti le premier et le deuxième exemplaire jusqu'à atteindre, avant que je revende Le Petit Juriste, je crois qu'on a fait une 40aine d'éditions, si tu veux, du journal. Tu étais en quelle année là à peu près? J'étais en 3e année à la fac. Alors moi j'ai fait 6 années en tout. 3e année sur 6 ans, donc la moitié. Ouais. Comment tu crées les articles pour, à ton niveau d'être 50% de la fin de tes études, tu peux intéresser, évidemment, la première année, bon, c'est peut-être un peu plus facile, mais comment tu vas intéresser le 6e année pour entrer en termes de technicité, pour l'intéresser, comment tu trouvais les thèmes et tout ça, quoi? Alors justement, on a créé tout un comité rédactionnel avec. On a vraiment travaillé. Et puis j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Et puis ça, c'est mon père aussi qui m'a beaucoup dit ça. Il m'a dit moi, quand je travaille, c'est pas du temps de travail. Je suis passionné par mon travail. Donc je compte pas. Et moi j'ai ressenti ça aussi, et je me suis dit tiens, cette voix, voilà, tu vois, on est passionné par ce qu'on fait, donc forcément au bout d'un moment tu comptes pas. Et du coup c'est ce qui s'est passé, et j'ai structuré en échangeant avec des personnes, parce que j'ai pas fait d'études de journalisme, ni de publication, ni de mise en page, ni de structure rédactionnelle. Mais c'est un beau message aussi de le dire pour les personnes qui voudraient peut-être entreprendre, qui nous écoutent, mais tout est possible quelque part. On veut faire des podcasts, faut s'acheter 2 micros, on veut faire tourner un film, on s'achète une caméra. Bon, ça reste un peu facile de dire ça, mais c'est vrai aussi. C'est-à-dire que sans se lancer, on sait pas si on est capable ou quoi, et c'est un peu ce qui m'est arrivé, où je suis tombé dans l'édition, qui est un milieu comme un autre, où il faut apprendre les codes, etc. Et en faisant, on a fait un comité rédactionnel qui balaye toutes les études de droit, donc de la première au moins à la 5e année, avec des thèmes qu'on choisissait qui étaient plutôt génériques, c'est-à-dire que tout le monde pouvait lire, même un étudiant première année pourrait lire des choses assez spécifiques sur le droit fiscal, la nouvelle loi de finances, tu vois. Et l'idée, c'est justement que ça donne une profondeur avec ce qu'ils étudient en parallèle, pour dire que voilà, les études de droit ou le droit, c'est pas que le TD ou le cours, mais c'est aussi la vie, les choses qui existent dans le quotidien. Et donc intéressez-vous, et ça a tout de suite plu, de sorte que même des professeurs ont voulu participer à l'initiative. Et tu embarques quoi, 3-4 copains, tu m'as dit? Au début, 4 copains. Non payés? Non payés, personne ne s'est jamais payé sur cette initiative-là. J'ai eu la chance de rencontrer, grâce à cette initiative, Antoine, qui m'a suivi dans ma première entreprise, qui a découlé, enfin notre première entreprise du coup de ce journal. Mais sinon, c'était que des bénévoles. On est arrivé jusqu'à 40 bénévoles, si tu veux, où il y avait des personnes qui faisaient de la rédaction, publication, mise en page, diffusion, puisque après on était diffusé dans plus de 90 universités en France. Avec parfois des numéros spéciaux qui allaient jusqu'à 50 000 copies gratuites diffusées en France. Donc là, il fallait avoir un système de logistique, et puis après arriver la communication avec les réseaux sociaux, les communautés que tu crées sur Facebook au début, puis LinkedIn et autres. Donc voilà. Tout le monde bénévole? Tout le monde bénévole. Alors ça, c'est un vrai challenge de faire travailler 40 personnes en une année sous forme de bénévolat. Ça, il y a un turnover forcément assez important, puisque au bout d'un an, ils ont fait le tour, et puis ils vont soit en LR. Ils gagnent quoi? D'avoir leur nom? Ouais, d'avoir leur nom dans le journal, et d'avoir surtout participé à un projet sérieux pendant leurs études de droit. Et ça, c'est un peu une critique aussi que je fais de l'université, c'est que on demande à partir de la 4e année ou 5e d'aller faire des stages, et on demande de l'expérience avant. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pas de réseau, pas de connexion, pas de possibilité tout simplement de faire des stages autres que travailler en restauration l'été ou autre. Et du coup, ça a été, et ça l'est encore parce que ça existe encore, une initiative qui a permis à faire travailler des étudiants de manière sérieuse sur un projet sérieux, pour le mettre dans leur CV en disant j'ai participé à ça. Et c'est ça qu'attendaient les bénévoles.
Tu me disais tout à l'heure, j'ai fait attendre l'imprimeur. La deuxième fois, les bénéfices, de toute façon, les pubs que j'ai vendues sur le deuxième numéro ont payé le deuxième et le premier. Donc, c'est-à-dire que le troisième, il commence à faire du chiffre d'affaires, le quatrième, etc. Donc, tu faisais quand même du pognon. Ouais, c'est-à-dire que... Et tu en faisais quoi? Parce que même si tu me dis c'est une association, mais tu en faisais quoi du pognon? Non, en fait, plus on faisait de l'argent, plus on tirait d'exemplaires. Donc en fait, on essayait d'arriver à l'équilibre. Donc même toi, tu étais bénévole? Oui, même moi, j'étais bénévole. J'ai jamais gagné de l'argent. La seule chose qu'on a gagné, c'est d'organiser 2-3 soirées sympas avec les bénévoles de l'année. Enfin, tu vois, des choses comme ça. Mais j'y ai tiré aucun revenu financier, en tout cas. Des profits pour ma carrière, plein, mais pas de revenus financiers. J'étais d'ailleurs barman à l'époque pendant 5 ans à la fac de droit. J'ai été barman dans des cafés à Paris. Donc, ouais. Tu me disais, on est à peu près dans 90 universités. Tu élargis au droit après le droit? Ou tu fais que du droit? En fait, on a élargi. Et c'est là aussi que j'ai vu, j'avais l'appétence de vouloir faire plus grand toujours, tu vois, un peu c'est quoi la prochaine étape? Et très vite, il y a des étudiants en sciences économiques et sociales à la fac, qui sont souvent des mêmes facs, qui nous ont dit pourquoi il n'y a pas de journaux spécialisés pour nous. Et là, on a créé le petit frère, le petit journal de l'économie, puis petit journal sciences sociales, etc. Et donc, on a créé plusieurs éditions. Ouais. Et après, on a créé en parallèle de ces éditions donc une version web. Le site web a été créé. D'ailleurs, c'est Antoine, quand il nous a rejoint, qui a pris l'initiative de créer un site web, etc., avec les outils existants et les réseaux sociaux. Et puis derrière, on a sorti toute une série de guides, donc le guide de l'étudiant en droit, le guide des formations juridiques, etc., qui ont fait qu'en fait, on a créé un panel d'éditions. On avait une 15aine d'éditions, papier et web, avec des audiences qui permettaient de vendre à la fois du publication papier puis du digital, faire des partenariats annuels. Au début, c'était 1 000 € la page de pub. Que j'allais voir des cabinets d'avocats, Ernst & Young, Freshfields, des gros cabinets ou autres, et des gros éditeurs, Dalloz, LexisNexis, Lamy, etc. Et très vite, on a fait des partenariats annuels en leur disant, voilà, vous prenez 4 éditions, 5 éditions, vous prenez aussi du digital, on vous fait de la pub sur LinkedIn, sur Facebook du petit juriste, il y a 15 000 étudiants, etc. Et du coup, on a vu que c'était vraiment très porteur pour créer plus de chiffre d'affaires et du coup tirer plus d'exemplaires, créer plus d'éditions, etc. Je sais pas quelle question je vais te poser en premier. Alors j'ai 2 questions, mais je vais te les poser en même temps. Tu vas répondre, tu me diras. La première, c'est que moi j'ai été étudiant, j'ai été au BDE, j'ai fait tout ça. Et en fac, on a à cet âge-là, on a certes envie de travailler, on a envie de se marrer aussi. Tout ce que tu es en train de me dire, ça doit pas laisser beaucoup de temps pour se marrer. Là, tu commences à arriver à un moment sur les problèmes logistiques, etc. Tu as dû vraiment beaucoup bosser. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, dis-moi à quel moment tu as compris que tu serais pas avocat? Parce que là, tu as quand même mis la main dans l'engrenage de l'entrepreneuriat. Même s'il n'y a pas d'argent au milieu, tu sais que tu es capable de faire quelque chose, quoi. Allez, réponds à celle que tu veux en premier. Je vais répondre à la deuxième en premier. À quel moment j'ai senti c'est au moment où j'ai réalisé que ce que j'aimais faire, je pourrais pas le faire avec le métier d'avocat, sauf à créer mon cabinet d'avocat quelque part. Ça, j'ai commencé à le comprendre en voyant des avocats, etc. Et créer son cabinet d'avocat, tu l'as dit au début, c'est un métier difficile. Tu travailles beaucoup pour peu de facturation au début. T'as des charges, des droits de plaidoirie, etc. C'est quand même assez lourd au démarrage. Et moi, la voie que je suivais, c'était la voie des avocats d'affaires. Donc, c'est-à-dire des grands clients internationaux, des grands deals, où tu voyais jamais le client, tu bossais sur ton ordi, voilà, en M&A, etc. Et je me disais, ok, faire ça, pourquoi pas, et gagner de l'argent, mais tout ce que j'aime faire et que j'ai aimé faire à la fac sur ces projets, jamais je pourrais le faire. C'est-à-dire qu'il y a même pas la surface de créer des projets un peu innovants. Non, c'est on fait ce deal et on fait ce deal, quoi. Il y a pas de. Et du coup, j'ai compris ça à partir de mon deuxième stage quand j'étais en master 1 en droit des affaires. En quelle année? En 2011. En quelle année dans ton cursus? En 4e année de mon cursus. Donc, il te reste encore 2 ans. Exactement. Et les 2 plus dures années, avec le concours d'avocat. Donc, au bout de 4 ans sur 6, ouais. Tu comprends que tu vas pas devenir avocat. T'as pas envie de devenir avocat.
Tu valides pourquoi? Parce que tu t'es dit, au pire des cas, je serai avocat. Exactement. Mais j'y croyais pas. Je savais, même en validant le métier d'avocat, que je n'exercerai jamais le métier d'avocat. Et c'est les deux plus durs, c'est pas comme médecine. C'est les deux plus durs, c'est la dernière, on va dire, parce que, enfin, l'avant-dernière, parce qu'il y a le concours d'avocat qui demande un travail assez énorme de condenser et synthétiser tout ce qu'on a appris depuis 4-5 ans sur un concours, qui n'est pas annoncé comme concours, mais c'est un concours. Et après, on rentre à l'école d'avocat et on en a encore pour 1 an et demi d'école. On retourne à l'école d'avocat. On a des stages en entreprise, en cabinet, etc. où on valide ensuite par le certificat d'aptitude. Et du coup, c'est une période qui, à la fois, je savais que j'allais pas devenir avocat. Au fond de moi, je le disais pas trop parce que je laissais toujours une lorgnette en me disant ça se trouve, peut-être que si je rencontre, etc. Et j'ai pas eu des rencontres qui m'ont forcément décidé à faire autre chose. Et encore pire, c'est qu'en parallèle, les entreprises, parce qu'après j'ai créé une entreprise, après l'association que j'avais, elle commençait à générer des profits et un premier salarié même. Donc c'était mort dans l'œuf, si tu veux, de retourner à l'avocat. Mais tes parents ou tes amis te prenaient pas pour un fou? Alors un peu. Je t'avoue que à l'époque, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a le métier d'entrepreneur n'est pas connu, si tu veux. Donc moi, tu vas voir tes parents, tu leur dis voilà, j'ai une voie royale d'avocat d'affaires dans un gros cabinet, je parle anglais, international, etc. Je peux gagner beaucoup d'argent. Je vais beaucoup bosser les premières années, mais c'est une fierté. T'as un enfant avocat, c'est très beau, quoi. Et je leur dis, non, en fait, je veux pas, et je veux me consacrer 100% de mon temps à mon entreprise. Et là, mes parents ont juste pas trop compris, quoi, en fait. Ils se sont dit, moi ils m'ont toujours fait confiance parce que j'ai toujours pris mes choix un peu avec mon intuition, mais avec ma confiance seule. Et en le faisant, ils se sont dit il sait mieux que nous qu'est-ce qu'il va faire, donc on lui fait confiance. Et ça aussi, c'est une chance d'avoir eu des parents qui m'ont fait confiance. Mais je dois dire quand même que mes proches ou mes amis se disaient mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Pourquoi il va pas toucher ces 6 000 € par mois et il part de zéro avec ses projets? Bon courage, quoi. En plus, dans ton profil LinkedIn, alors que je conseille d'aller voir parce que franchement, il est super bien fait, super bien détaillé. Tu as dû mettre du temps quand même. J'ai vu un spot sur le Brésil. Exactement. J'ai eu la chance de vivre un peu plus d'1 an au Brésil, qui était une année de césure pour moi pendant mon métier d'avocat, où j'étais parti donc avec ma femme à l'époque, et puis on a fait 1 an de travail là-bas, où en fait moi j'ai trouvé dans le juridique. Alors dans le juridique, moi j'ai trouvé un stage dans un cabinet d'avocats brésilien. Et en fait, j'ai pas beaucoup travaillé dans le cabinet. En fait, j'ai beaucoup appris déjà le brésilien, le portugais. Mais puis, tu parles portugais ? Non, pas du tout. En fait, ils m'ont dit il faut absolument que vous parliez portugais avant d'arriver en stage. Et donc j'ai dit ok, pas de souci, comptez sur moi. Et pendant 1 mois, j'ai fait des cours intensifs. Je me suis inscrit au club de rugby de Rio pour me faire des potes et sortir avec eux et apprendre par la force des choses le brésilien. Et en 1 mois, j'ai eu les bases suffisantes pour avoir un niveau de compréhension et d'utilisation de la langue, même au niveau professionnel. Et après, au bout d'1 an en plus, en travaillant en juridique, j'ai pu apprendre beaucoup. Et puis, c'est un pays qui m'a marqué à vie. C'était les belles années du Brésil avec Lula, qui était vraiment l'essor des classes moyennes, etc. Malheureusement, c'est une instabilité chronique et endémique qu'il y a dans ce genre de pays comme l'Argentine ou l'Amérique du Sud. Mais on va dire que le tempérament des Brésiliens, je suis sûr qu'il n'est pas pour rien dans ma volonté de profiter des chances que m'offre la vie, parce que c'est vraiment le mojo des Brésiliens, c'est ça, c'est alegria, l'allégresse. D'ailleurs, je l'ai même tatoué, tu vois, sur mon poignet, et de dire, ne subissez pas vos choix de vie. Et puis on peut toujours danser, rigoler, s'amuser, etc. Bon, parfois c'est cliché sur les Brésiliens, mais au moins c'est un motto qui est important de se dire. La vie est trop courte pour faire des trucs chiants, quoi, tout simplement. Donc, ça m'a peut-être aidé à faire mon choix de dire, je sais pas si je gagnerai ma vie, mais au moins ça m'amuse de faire de l'entrepreneuriat. Et si je réussis en plus en parallèle, tant mieux, quoi. Logiquement, ça, donc, tu as dû aller au Brésil avant de créer Le Petit Juriste.
Non, je l'avais déjà créé dans la temporalité. Je l'avais déjà créé et je l'ai géré pendant 1 an à distance. Donc, je travaillais à la fac. Bon, l'avantage du Brésil, c'est qu'il y a assez peu de décalage, c'est entre 3 et 5 heures en fonction des saisons. Et en plus, pire que ça, c'est qu'en parallèle, je crée ma première boîte, en plus de travailler dans le cabinet. Et je te rassure, je gardais du temps pour profiter de la fête au Brésil qui est assez incroyable. Dans quelle ville tu es ? Rio. Donc le temple de la samba, etc. Donc du carnaval et autres. Et je montais ma première boîte aussi en parallèle avec mes associés qui étaient à distance. Donc c'était un travail préparatoire. Une boîte de quoi ? C'était la continuité du Petit Juriste, c'était Carrière Juridique, donc un site d'emploi pour les étudiants et les professions juridiques, qui est devenu beaucoup plus gros que ce qu'on espérait même au début, mais qui était tout simplement de la continuité, un mix d'idées où on voyait que la page la plus visitée de notre site étudiant Le Petit Juriste, c'était la page stage emploi. On s'est dit c'est pas normal, il n'y a pas de site. Donc comme tout entrepreneur et puis que tu as eu aussi beaucoup dans le podcast, ça part d'une frustration quoi, la création d'une entreprise ou d'un projet. L'idée, elle parle d'un manque que constate une personne, un entrepreneur, il se dit bah moi je supporte pas ce manque et je veux le résoudre. Et c'est un peu ça qui s'est fait avec le site d'emploi. Et quand je pars au Brésil, je dis à mes associés qui travaillaient un peu sur Le Petit Juriste, donc on a choisi de s'associer et on s'est dit allez, nous, on résout ce problème-là. Cette fois, on fait pas une asso, parce qu'on veut gagner de l'argent, potentiellement. Et on crée une société, et on va faire ci, on va faire ça, on va mettre tel argent, etc. Donc, et ça, c'était pendant que j'étais au Brésil. Et quand je suis rentré, j'ai pris la direction, du coup, du lancement du projet, dans la continuité du Petit Juriste, qui était une complémentaire. Qu'est-ce que tu as né de plus qu'un site classique d'emploi ? Alors, ce qui était important, c'était qu'à l'époque, aussi, ça fait plein de fois que je le dis, mais c'est qu'il y avait les sites d'emploi, c'était Cadre Emploi, et Figaro Classify et voilà des grands sites Monster, etc., mais des grands sites. Et il n'y avait pas de site spécialisé dans plusieurs domaines et c'était l'essor un peu de la spécialisation des services et même des marketplaces aussi au démarrage. Et les job boards ont connu ça. Et nous, on a connu ça avec les job boards et le grand plus premier qu'on apportait, c'est qu'on était spécialisé dans le droit. Après, donc on a sorti pareil, les petits frères, carrière économique, carrière in law à l'international, etc. Donc on a sorti les job boards dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce que tu appelles job board ? Site d'emploi. D'accord. Donc job board, site d'emploi. Tout simplement, donc site de recrutement aussi on dit en français. Et en fait on apportait en plus d'être spécialisé dans le secteur, donc d'avoir les niches. Quand on est dans une niche, c'est qu'on a le défaut d'avoir que la niche, mais on a l'avantage de pouvoir vraiment se concentrer sur elle, et ça pour un site d'emploi c'est hyper important. Et l'autre avantage qu'on faisait, c'est qu'on a commencé à capter, puisque nous on était dans la cible juridique, donc les avocats, experts juridiques, les juristes d'entreprise, c'est des clients solvables et qui avaient tous le même problème, c'est la marque employeur était inexistante. Donc on a créé aussi plein d'outils pour leur permettre de faire de la marque employeur, c'est-à-dire de communiquer sur ce qu'ils font, comment ils sont, etc. En plus d'avoir de payer pour envoyer des annonces d'emploi, ils payaient aussi pour avoir des pages du site expliquant comment on travaille chez eux, etc. Ce que tu veux dire, c'est quand je suis stagiaire ou je cherche un job, je travaille chez un avocat, Ouais. Et peu importe l'avocat, toi tu voulais identifier l'avocat. Exactement. Okay, et d'ailleurs, parler avec toi, ça me fait écho avec le Eldorado même aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à l'époque, un étudiant en droit était incapable de dire la différence entre un cabinet ou l'autre, parce que la fac de droit ne forme pas à ça. La fac de droit forme aux connaissances juridiques, et c'est un défaut de la fac de droit, c'est qu'elle forme pas à la professionnalisation et à l'aspect professionnel. Et du coup, moi je voulais combler ce trou en disant mais c'est pas possible de pas connaître. Il y a énormément de cabinets différents et c'est pas normal de pas connaître quoi. Et donc c'est pour ça que on a créé Carrière Juridique. Jusqu'où tu montes ta mayonnaise ? Alors on monte la mayonnaise assez loin au final, avec beaucoup de mix d'idées, c'est-à-dire qu'on s'est dit bien tiens on lance ce projet, tiens il y a ce client, tu vois par exemple je te donne un exemple, c'est on a créé la plus grosse communauté d'étudiants juridiques en France et même en Europe francophone, puisqu'on avait Belgique, Luxembourg, etc. Et là, j'ai un rendez-vous avec le dean, donc c'est le directeur de la formation de l'université de Berkeley, qui fait partie du Magic Circle, donc c'est les plus grandes universités anglo-saxonnes. Et il vient et il me dit voilà, nous on cherche des étudiants pour nos formations étrangères, donc c'est les LLM, donc c'est une sorte de MBA mais pour les étudiants en droit.
Et ils disent, voilà, nous, on cherche à promouvoir notre université auprès d'eux. Qu'est-ce que vous proposez? À l'époque, on n'avait pas grand-chose. Et je me suis dit, on va créer un site pour ces gens-là parce qu'ils ont ce besoin. Et les étudiants, pareil, ils connaissent pas trop la différence entre Cambridge, Harvard et Berkeley dans leur cursus. Et donc, nous, on va créer le même site qu'on faisait sur les job boards, mais sur de la formation. Et donc, on a créé des sites de formation. Je te donne cet exemple pour te dire qu'on a fait beaucoup de choses par intuition et mix d'idées. L'avantage, c'est qu'on a touché plein de gens, des communautés, on en a créé, on avait des marques. Des verticales à chaque fois, quoi. Exactement, comme des verticales avec des besoins, des services, et on faisait tout là aussi de façon artisanale, mais bien organisé, avec des développeurs, des outils de communication bien faits, et on reproduisait ce qu'on avait bien fait dans un écosystème pour le faire dans un autre. Le défaut de ça, c'est que c'est trop éclaté, t'as pas une offre, un client, etc. C'est le type de start-up ou d'entrepreneuriat qui est avec une multitude de services et puis de positionnement, mais avec une logique de niche et de bien travailler sa niche, d'avoir des communautés, des data, etc. Et l'avantage, du coup, c'est ça, c'est d'avoir des communautés très fortes, très liées, une multitude de marques. Donc tout ça, ça a une bonne valeur. Et on a réussi à pousser tout ça jusqu'à la revente en 2014. Tu avais toujours à l'époque le petit journal, le petit juriste et tout ça. Exactement. Tu l'avais digitalisé ou c'est toujours le truc toujours imprimé papier et digitalisé. En plus, tu connais le secteur de l'imprimerie, ouais. donc non. Malheureusement, parce que quand tu dis, oui, forcément, tu perds de l'argent derrière. Ouais, c'est ça. Le format papier avait toujours, et même encore aujourd'hui, j'y crois, il y a même tu vois, il y a Welcome to the Jungle qui a sorti un journal il y a un an, tu vois. Donc ça, je croyais beaucoup au format papier, et le digital a des avantages, mais un désavantage, c'est que ça se clique en secondes ou en minutes passées, tu vois, sur tes ouvrages ou tes sites, etc. Or, l'aspect papier, c'est un peu intemporel, c'est glissé, c'est dans le sac, c'est sur la table de nuit, c'est sur sa table, tu le revois, tu refeuillettes, etc. Et donc, on a toujours voulu garder les deux aspects, quoi. Ouais. Oui, non, tu parles à un convaincu par le métier, mais c'est vrai que même moi, imprimeur aujourd'hui, tu vois, ton bouquin, par exemple, je l'ai acheté sur Kindle parce que tu surlignes, tu copie-colles, tu as directement Wikipédia ou peu importe qui peut te donner la définition que tu connais pas. Il y a quand même quelques avantages, et sans compter, alors je sais pas pourquoi en France c'est je me souviens plus du prix, mais je pense que mais le Kindle il doit être à 16 ouais, 14 €. Ah ouais, vraiment moins cher. Mais par contre c'est bizarre parce que, c'est encore un vrai problème, je trouve, parce que sur tes 20 €, tu dois pas gagner énormément, mais par contre, l'imprimeur, le diffuseur, lui, gagne énormément en diffusion, en poste, en imprimerie, en économie, et cette économie, elle n'est pas répercutée, en fait, sur le... Tu vois, c'est vrai qu'il y a un problème dans l'imprimerie. Alors moi, je peux te dire, en étant entrepreneur et en ayant touché ce secteur de l'édition, je vois qu'il y a énormément de choses qui sont plus du tout connectées à la réalité du monde des affaires. Comme tu viens de le dire, sur les marges, la répartition des coûts, etc. Par rapport au service délivré, c'est-à-dire livrer un livre. Amazon est arrivé il y a 20 ans et maintenant est leader aussi. Mais il y a des trous dans la raquette énormes, ne serait-ce que beaucoup d'entrepreneurs qui sont écrivains un peu comme moi, qui ont écrit un livre, etc., m'ont dit c'est bien de passer par de l'édition, mais regarde l'auto-édition, t'as tel et tel avantage, etc. Donc soit on auto-édite, soit on passe par un éditeur. Moi j'ai la chance d'avoir compté sur un super éditeur, un très gros, c'est Vivibert, donc Albin Michel, groupe Albin Michel, donc ils ont beaucoup de moyens. Mais même en ayant beaucoup de moyens, etc., on voit que c'est un secteur qui a vraiment peine à se renouveler sur l'aspect business model, tout simplement. La vente de livres, le business model n'a pas évolué depuis des années. Et alors, il y a les formats numériques maintenant. Et donc, on voit qu'il y a des trous dans la raquette, quoi. J'avais reçu Françoise Nyssen d'Actes Sud, qui a été ministre, évidemment, mais surtout la patronne d'Actes Sud. On en a parlé, d'ailleurs, dans l'épisode. C'est un des premiers épisodes que j'ai fait. Tu vois, par exemple... Bon, évidemment, elle défend son business, qu'elle est éditrice. Mais prenons le cas de la musique. Tu vois, par exemple, le disque CD qu'on achetait 15 €, on pouvait l'acheter sur iTunes 15 € aussi à l'époque, mais aujourd'hui, on l'achète 10 € en illimité. Ouais, exactement. Sur Spotify ou voilà. Il y a eu ce truc-là. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudrait mettre les bouquins en illimité.
Mais surtout moi, quand j'achète des bouquins reliés, j'adore acheter les bouquins bien reliés qui coûtent 30 €, quoi. Mais il n'y a pas eu ce côté. On rend plus accessible, en fait. C'est bizarre, quoi. Bah, Il c'est lié aussi. n'y a pas non plus ça, d'ailleurs. Même s'il y a Netflix, il n'y a pas non plus ça au cinéma où tu peux pas acheter, tu peux pas voir. Enfin, Ouais. tu vas voir ce qu'on te propose, mais tu peux pas acheter n'importe quel film en illimité. C'est ça. Voilà. Bon, après, le cinéma est Mais ça vaut 3 € par contre. Ouais, c'est ça. Le film, ça vaut 3 €. Il n'y a pas ça dans le bouquin. C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, le cinéma, pour ton exemple, il y a aussi une expérience au cinéma que tu peux pas reproduire. Mais c'est vrai qu'un livre, et c'est une vraie problématique, je pense que c'est plus lié à la manière dont les gens consomment la lecture. Donc, on va dire qu'il y a, tu vois, sur le livre, nous, on a vendu quasiment 1000 exemplaires. Il y en a 60%, c'est Amazon. Donc, tu vois, faut le dire. C'est bon, les libraires viennent de rouvrir, etc. La dynamique, mais quand même 40% encore qui vont chez le libraire, qui vont à la Fnac, qui vont chez des librairies spécialisées ou généralistes. Et donc, le réseau de diffusion fait qu'on a encore besoin de diffuseurs, parce que t'imagines bien que faire sans éditeur un livre et le diffuser comme un éditeur, c'est quasiment impossible. Il faut avoir des commerciaux qui vont voir chaque libraire ou réseau de librairies pour leur dire voilà, mettez en avant ce livre, il est super, regardez ça, etc. pour promouvoir le livre. Si tu le fais tout seul, c'est mission impossible. Donc l'édition a encore cette mainmise sur la diffusion. La production, il suffit d'avoir un contact chez un imprimeur, de connaître un peu les prix, etc. T'as pas mal de choses que tu peux, entre guillemets, disrupter, ce fameux mot, de faire évoluer, on va dire, grâce au numérique. La diffusion et la manière dont les gens l'achètent, pas encore beaucoup. Alors, il y a Kindle, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment bien soit le commander et le recevoir, soit tout simplement aller le chercher en librairie et l'acheter, quoi. C'est vrai. Allez, on va continuer. À l'époque, donc, tu gagnes de l'argent ? Alors, à quelle époque d'étudiant? Juste avant de vendre. Juste avant de vendre, oui, je gagne de l'argent. C'est-à-dire que là, on a créé une société, on a commencé à recruter. Alors, c'est là que définitivement, j'ai fait le deuil du métier d'avocat, puisqu'on était. Alors nous, on a traversé plusieurs incubateurs naissants. C'était en 2011, 2012, 2013, et on a été dans 2 incubateurs qui m'ont marqué. Le premier, c'est la Blue Factory, qui est l'incubateur de l'ESCP, puisque mon associé faisait l'école de commerce ESCP. Expérience géniale, que des jeunes, dynamiques, partage, collaboration, etc. qui avec des projets qui sont encore existants aujourd'hui, passionnants, etc. Et après, j'ai été dans un autre lieu passionnant qui s'appelle la Pépinière 27, qui est la pépinière d'entreprise créée par René Sylvestre, qui est fondateur du groupe L'Étudiant, qu'il a revendu au monde, etc. Et un personnage haut en couleurs, très dynamique, beaucoup d'énergie dans ces lieux, etc. Et à ce moment-là, je commençais à me payer, donc 1000 € par mois, puis 1200, puis 1500, etc. À faire à la fois des salaires, puis des frais, etc. pour voir comment je pouvais faire. Tu bosses beaucoup déjà ? Bah, je bossais à temps plein dessus. Donc en fait, en heure. En heure, oula, c'était sans compter. C'est-à-dire que ça peut être 90, 100 heures par semaine, si tu veux. Tant qu'on aime, on ne compte pas, ce que je disais tout à l'heure, avec l'idée de se dire, bah, on va faire plus de revenus, je vais mieux me payer, mieux organiser la boîte, ou je vais la revendre peut-être un jour, mais j'avais pas du tout cette idée en tête, quoi. Et donc, vous gagnez de l'argent, vous générez du chiffre. Au paroxysme, vous êtes à combien ? Alors, au paroxysme, on est à presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Donc, on avait bien grossi entre 800 000 et 1 million d'euros. Pas rentable parce qu'on investissait beaucoup dans le recrutement et l'évolution. On n'a jamais levé des fonds sur cette entreprise-là, sauf des aides BPI et autres. Pas rentable, ça veut dire qu'en fin d'année, vous rajoutiez de l'argent personnel ? Alors, soit on faisait des mini augmentations de capital, soit en fait, c'était un jeu comptable. C'est-à-dire que même si on atteignait la rentabilité faciale, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'OPEX, les coûts opérationnels étaient couverts par le chiffre d'affaires, on réinvestissait. Soit dans un recrutement pour générer plus de chiffre d'affaires, soit dans des locaux, soit etc. Donc en fait, on était quasiment rentable, si tu veux. Après, on investissait beaucoup pour continuer à croître. Et donc, jusqu'en 2014. Exactement. Et ensuite, tu revends ? Exactement, j'ai la chance de rencontrer sur un événement une personne qui est le dirigeant d'un groupe de médias qui s'appelle Leaders League, donc un groupe qui édite un magazine qui s'appelle Décideur Magazine, donc presse spécialisée, professionnelle, avec des classements d'avocats, d'experts comptables, de juristes, etc. Donc une entreprise média et de classement qui était très
très vieille entre guillemets dans l'âme, c'est-à-dire que très peu digitalisée. Vieillotte. Ouais, très vieillotte, PME un peu ronflante. À l'époque, il y avait une cinquantaine de collaborateurs, mais logique média papier et événementiel, donc deux secteurs qui étaient très peu digitalisés, avec la logique de se dire, on a très bien matché avec le fondateur qui m'a dit, moi je veux bien racheter les entreprises, les filialiser, te laisser dans la direction de ces filiales pour continuer à les doper, les développer, et joindre le groupe dans son ensemble pour devenir directeur général et notamment directeur du digital pour digitaliser toute l'activité, ce que j'ai fait pendant 3 ans. On est passé jusqu'à 150 salariés, où là c'était un groupe qui faisait entre 12 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires quand je l'ai quitté, et qui a vraiment digitalisé son activité centrale, même si ça reste un défi pour continuer pour eux, quoi. Vous êtes 3 associés sur la structure avant, non? Alors on est 4 associés, ouais. Et quand on rachète, on fait une opération, ce qu'on appelle les Américains disent acqui-hired, c'est-à-dire acquisition et recrutement en même temps. C'est-à-dire que moi les boîtes que j'avais été intégrées dans le groupe, donc il y a eu un rachat, une opération de rachat, et de recrutement, puisque j'étais recruté en tant que directeur dans la direction générale. Et tous les autres associés ont été rachetés. Donc c'est une opération de nettoyage de la table de capitalisation et des autres associés, où eux ils ont fait une sortie en cash. Et moi j'ai fait une sortie avec à la fois du cash et des actions du groupe qui nous a rachetés. Et tu avais quel âge à l'époque? 27 ans. Et 27 ans. C'est un gros chèque? Alors c'est pas à 27 ans, c'est un gros chèque. Déjà revendre quel qu'elle soit. Non, je communique pas. Enfin si, on peut dire que c'est une fois le chiffre d'affaires, le montant du rachat, mais qu'il y a une partie en cash et une partie en échange d'actions. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu quasiment 800 000 euros d'actions du groupe qui nous a racheté. Mais pour 4? Non, pour moi. Oui. Donc sur ma partie, moi, parce que après les autres, ils ont eu un rachat. En gros, ils ont investi. Bon, je donne pas le chiffre, mais je laisse les matheux faire le calcul. Mais ils ont investi environ 40 000 euros et ils ont fait x4 en 4 ans. Tu vois, dans le rachat pour les gens qui sont sortis. Et du coup. Donc non, c'est pas énorme, c'est pas les montants qu'on peut voir, etc. À 27 Mais à ans, 27 ans, c'est génial. J'ai ma première fille à ce moment-là. Je prends un job dans lequel j'ai un gros salaire, une grosse responsabilité. C'est une grosse marche, quoi. Et je le vois pas du tout comme un impact financier, même si ça m'a permis d'investir et dans des startups et de devenir aussi maintenant après business angel. Oui, mais d'un autre côté, tu as 27 ans, tu prends à peu près 800 000, tu restes 3 ans payé. Donc tu mets un peu, enfin je veux dire, j'imagine l'argent un peu à gauche. Enfin c'est quand même pas mal à 27 ans. Non, c'est très bien. Franchement, j'ai pas à me plaindre parce que c'est pas. T'es toujours actionnaire de la boîte ou pas? Alors je suis plus actionnaire maintenant, mais je suis resté pendant un moment et j'ai eu une sortie progressive après que je sois sorti. Donc c'est aussi intéressant, c'est de voir que les entreprises elles connaissent des actionnaires qui rentrent puis qui repartent, etc. Même s'il y a eu un rachat. Et puis les entreprises que j'ai revendues sont toujours vivantes, existantes, ont toujours un très fort impact sur le groupe dans son ensemble. Et donc ça c'est très plaisant, c'est-à-dire que je sais même plus ce qui s'y passe aujourd'hui alors que j'avais tout créé avec les équipes de l'époque de A à Z, quoi. Et ça gagne de l'argent encore ou c'est moribond, ça? Non, c'est en très bonne croissance puisque il continue dans d'autres secteurs à se développer et c'est très complémentaire à l'activité de classement qu'il y avait dans ce groupe, donc très très positif dans son ensemble. Et j'ai beaucoup appris puisque c'était pas une start-up mais plutôt une PME. Donc beaucoup sur le management, le recrutement, les problématiques qu'ont une boîte dirigeante, les contrôles fiscaux, URSSAF, etc. Donc c'est autre chose que de l'entrepreneuriat, des startups, mais c'est de l'entrepreneuriat de direction d'entreprise, quoi. Nous sommes en 2017. Exactement. Tu as bossé 3 ans. Tu as fait ce qu'on appelle du vesting. Ouais. Tu peux peut-être l'expliquer, mais bon, c'est grosso modo, tu t'engages à rester 3 ans dans la boîte. Exactement. Pour libérer plus tard ou du cash ou du. Ouais, c'est ça, exactement. Tu gagnes de l'argent. En fait, l'argent que tu gagnes quand tu revends une entreprise ou quand c'est le même principe quand il y a des investisseurs qui investissent. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent à un instant T et pendant un certain temps, l'entreprise qui l'a racheté voulait me garder pendant un minimum de 2 ou 3 ans. Et cet engagement de rester, c'est parce que il faut continuer à développer l'entreprise et en échange, on a soit plus d'actions, soit une sortie complémentaire après les 3 ans. On va parler d'Eldorado. À quel moment tu as eu cette idée et tu étais encore chez
Leaders League ou tu as eu quand c'est que tu as eu cette idée? Je l'ai eu après. Quand je suis parti de chez Leaders League, et ça j'aime beaucoup raconter cette anecdote, c'est vraiment du jour au lendemain que je suis parti. Ça s'est pas fait progressivement, etc. Le contrat s'arrêtait, le vesting s'arrêtait. En plus, entre associés, on n'est pas parti en bons termes forcément, donc on n'est pas parti en guerre frontale ou quoi, mais c'était la fin d'une histoire, donc ça s'est arrêté net. Et de net, je parle j'étais directeur d'une boîte de 150 collaborateurs et collaboratrices, avec un assistant, un bureau, des gros bureaux avenue de la Grande Armée, etc. Et vraiment du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un mercredi et le jeudi matin, je repars avec mon ordinateur, une connexion internet, un cybercafé, enfin un coworking, et je m'installe et je me dis bon maintenant what's next quoi. Vraiment. J'avais pensé à plein de choses déjà et puis je pensais à plein d'idées, j'intervenais dans plein de programmes, j'investissais dans des boîtes, etc. Mais j'avais pas du tout cette logique de qu'est-ce que je vais faire de ma vie quoi. Et donc j'ai pris la feuille blanche. Je suis reparti de zéro et je me suis dit j'ai la chance d'avoir une période avec 4 mois de libre. Ma fille, elle a 3 ans. J'ai une autre fille très jeune, donc je vais pouvoir profiter de mes enfants quelques mois, partir un peu et rencontrer un maximum de personnes pour savoir qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait, m'inspirer quoi, tout simplement de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Avec le motif de me dire, moi ce que je trouve les meilleurs entrepreneurs, je trouve que ce sont ceux qui sont passionnés. Et donc je me suis dit, quelle est ma passion ? Moi j'en ai pas énormément, mais j'ai du sport, mes enfants et l'entrepreneuriat quoi si tu veux. Donc pas dans Startup, c'est plutôt les enfants, le sport et puis l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat c'est vraiment une passion chez moi, intrinsèque, c'est-à-dire la création d'entreprises, les parcours d'entrepreneurs, les histoires autour des entrepreneurs, hein, que ce soit de Gustave Eiffel à Xavier Niel, si tu veux, il y a des histoires magnifiques de gens qui viennent de rien, qui construisent des boîtes et c'est une vraie passion. Et je me suis dit comment je peux créer quelque chose qui aide tous ces entrepreneurs. Et donc, on en est venu à réfléchir. Enfin, moi, tout seul au début, je me suis dit, je vais créer une plateforme qui aide à l'entrepreneuriat, mais tout plateformisé parce que j'aime bien le côté marketplace, place de marché où tu retrouves des infos, etc. à droite à gauche. Au début, c'était de me dire, comment je peux faire ça et je commence à structurer. Est-ce que je crée un fonds d'investissement? Est-ce que je crée un accélérateur, un incubateur, etc. Donc, je me demande des choses. Et toutes les idées me bloquaient parce que tu n'aides qu'une petite partie des gens. Tu vois, si t'as un fonds d'investissement, t'as investi dans 10 startups sur 2000 dossiers, si tu veux. Donc, ce côté sélection m'intéressait pas. Ce que je voulais, c'était d'aider tous les entrepreneurs dès le démarrage. Et au fur et à mesure du mix d'idées, parce que je te fais la version un peu courte, c'est que je me suis dit, quelles sont les problématiques qui rejoignent tous les entrepreneurs pour répondre à toutes. T'as pas beaucoup, hein. T'as la création, donc comment on crée une boîte, la structuration d'une boîte, que ce soit juridique, administrative, etc. Il y a trouver des associés, recruter, trouver des locaux et se financer. En gros, ces 5 problématiques sont, quelle que soit la boîte, hein, que ce soit LinkedIn, Microsoft, la petite startup qui vient de se créer, le freelance qui crée son activité, ils ont tous cette prise de tête-là. Et moi, j'étais passionné par le financement, donc j'ai fait du droit des affaires et j'ai commencé à investir en tant que business angel. Je me suis dit, c'est fou qu'en France, on est en 2017, on a de plus en plus de fonds d'investissement et j'ai encore cette réflexion-là. Il y a énormément de financement, on est vraiment sur une terre d'entrepreneurs, un paradis pour entrepreneurs en France, faut le dire et le redire, parce que c'est en pleine croissance, il y a une dynamique très forte. Et pourtant, il y a tellement d'entrepreneurs qui n'arrivent pas ou qui ne réussissent pas à lever des fonds et à structurer la finance de leur boîte que je me suis dit c'est pas normal. Et c'est de là qu'est né Eldorado tout simplement en disant moi je vais créer un endroit unique, une plateforme où on trouve tous les financements qui existent pour tous les types de projets, quels qu'ils soient, quel que soit le stade de développement. Je rebondis sur quelque chose que tu viens de dire. Tu dis la France, c'est une terre d'entrepreneurs. Un truc incroyable qui se passe. Je pense que la French Tech, on la doit peut-être à Fleur Pellerin et c'est à peu près la période. Axel Lemaire aussi, ouais. Ouais, voilà. Mais en quoi, excuse-moi le jeu de mots, en quoi c'est un Eldorado de l'entrepreneuriat, la France? Je te dis ça parce que si on est dans une start-up, dans l'écosystème start-up parisien, French Tech, on peut s'imaginer qu'effectivement, tu as tout à fait raison. Mais si tu es dans le
le terme classique d'une PME, je sais même plus si on appelle ça une PME ou une TPE aujourd'hui, et que on l'a vu tout à l'heure, on s'est baladé tout à l'heure à Station F, tu as un petit bureau au bout, tu as les douanes, la CNIL, maintenant tu as le RGPD, l'URSSAF, les charges, les impôts, le management. Je vois où tu veux en venir. En quoi, à part l'argent facile, parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans le truc où on finance un peu, on peut en reparler, mais c'est pas si compliqué que ça de trouver de l'argent aujourd'hui, de l'argent des VC, hein, en fait, voilà. En quoi, et j'ai oublié de dire les banques, parce qu'il y a aussi les banques qui posent un problème aussi pour débloquer de l'argent, etc. En quoi c'est un Eldorado, la France? C'est ça que je comprends pas. C'est une bonne question. Alors, le plus grand entrepreneur français, Xavier Niel, le dit, hein, c'est même pas moi qui le dis, hein, c'est lui aussi qui le dit. La première chose, c'est que moi, je suis du motif de dire comparaison n'est pas raison. C'est-à-dire qu'on peut pas comparer les US avec la France, avec Israël, avec l'Allemagne, etc., etc., etc. Parce que chaque écosystème a son ADN propre et a ses avantages et ses défauts. Donc là, tu parlais du défaut un peu administratif, la lourdeur administrative française qui est un des défauts de la création d'entreprise. Et puis, il y a plein de choses dont tu n'as pas parlé, mais les contrôles, l'URSSAF, etc. Et il y a des avantages, comme dans tous, mais il y a aussi l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Donc moi, j'ai déjà ce motif-là de me dire, on est sur un beau terrain. Le deuxième chose, c'est que on est dans notre ADN de français, on est des entrepreneurs. C'est-à-dire que on aime casser les codes, faire évoluer les choses, changer les choses qui existent. Il y a qu'à voir dans la cuisine, la mode, l'ingénierie ou les grands domaines où la France est reine. C'est parce que ce sont des gens qui pensent pas comme les autres, qui veulent changer les choses. Coco Chanel, Gustave Eiffel, Bernard Arnault. Enfin, il y a pas que les start-upers entrepreneurs en France, hein, Joël Robuchon, etc. T'as vraiment plein d'entrepreneurs qui ont créé des véritables marques et projets et dynamiques. On est une terre d'entrepreneurs intrinsèquement. Moi, j'y crois vraiment beaucoup. Et le troisième, c'est qu'on a, pour moi, on est en train de vivre les 10 glorieuses ou 30 glorieuses, j'espère 30 glorieuses, mais les 10 glorieuses de l'écosystème numérique en France, avec une conjoncture de 3 éléments qui ont fait le succès d'écosystèmes comme Tel Aviv ou San Francisco, la Silicon Valley. Le premier, c'est l'éducation, avec des universités qui forment au métier d'entrepreneur et qui sont sur le premier plan sur beaucoup de choses, hein, en physique quantique, mathématiques, etc. On a des ingénieurs qui sont très forts sur l'intelligence artificielle, des formations très fortes, par exemple, sur l'environnement, les solutions pour lutter contre les effets de serre ou favoriser l'environnement. Donc, on a un système éducatif très mature pour créer des entrepreneurs. La deuxième chose qu'on a, c'est qu'on a des entrepreneurs à succès de plus en plus. Donc on a vraiment des personnes qui ont créé des boîtes, qui sont des modèles, qui réinvestissent dans l'écosystème. Et la troisième, c'est qu'on a du financement. Ce qu'on n'avait pas il y a 5 ans ou 10 ans, on a tous les chiffres sont au vert. Il y a de plus en plus d'investisseurs privés, publics, la présence majeure de BPI France, hein, qui est une intervention de l'État directement dans la création et maintenant dans le développement des boîtes, qui fait que quand on conjugue tout ça, on se dit, attends, l'argent facile, comme tu dis, bon, facile ou pas, parce qu'il faut quand même remplir certaines cases, mais la maturité de l'écosystème, station F, il n'y a pas de station F facile à Tel Aviv ou à Londres ou autre, hein, la BPI, etc. Tout cet écosystème d'accompagnateurs et de structures et de collaboration fait que on atteint un moment aujourd'hui en France où il y a une maturité extraordinaire pour créer une entreprise et pas que du digital, parce que tu prenais l'exemple de TPE ou autre. On est un pays où il y a 800 000 entrepreneurs par an. Bon, il y a beaucoup de micro-entreprises, de statuts précaires aussi, il faut le dire aussi, freelance et autres, qui peuvent être des tremplins et qui doivent pas être vécus comme un métier pendant 10 ans. Mais il y a quand même beaucoup de création d'entreprises en France par an, ce qui fait que de ce lot-là, il y a forcément des grands succès qui se créent, des modèles pour d'autres, et puis tout simplement des recrutements et donc de l'emploi, de la création d'emplois et de la croissance économique, quoi. Mais tu parlais d'Axel Lemaire et de Fleur Pellerin. Qu'est-ce qui a changé par rapport à... Alors je te disais avec un petit sourire le mot TPE, parce qu'on a l'impression que TPE, c'est comme tu disais... Ouais. Électronique, quoi. Voilà. Maintenant c'est digital, tu vois. Il
il y a quand tu as commencé en 2008, par exemple, même il y a 30 ans, un peu plus tôt, entrepreneur, c'était presque un gros mot. Ouais, c'était très comme je t'ai dit au début même dans le numérique, il y avait 2-3 noms que tu pouvais citer quoi si tu veux, dans le numérique et entrepreneur ça voulait tout et rien dire, c'est un mot fourre-tout même encore aujourd'hui, c'est assez galvaudé mais voilà, entrepreneur c'est un mot français comme disaient les Américains, entrepreneur is a French word. Du coup par rapport à ce que tu disais, oui, TPE ça fait un peu ronflant, on dirait un peu un espèce de mastodonte difficile à bouger, mais c'est pas un gros mot, au contraire, c'est juste un stade différent que les startups qui sont plutôt sur l'innovation et les TPE qui sont plutôt sur des business soit traditionnels, soit des revenus qui viennent pas que de l'innovation, tout simplement. Et dans toutes les couches de la société française, dans tous les types de métiers, il y a des entrepreneurs. Ça qui est assez passionnant. Et c'est ça qui me donne, moi, l'avis de dire qu'il n'y a pas meilleur pays pour entreprendre que la France. Moi, je n'irai jamais aux États-Unis ou n'importe où pour entreprendre. Je reste en France, c'est sûr. Ouais. C'est un parti pris. Oui, moi j'adore les États-Unis. C'est d'autres dimensions, c'est pas pareil, quoi. Le marché est énorme. Faut penser américain, quoi. Donc, ouais. On revient un tout petit peu au début. Donc, finalement, je sais pas si tu m'as bien répondu. L'idée d'Eldorado, tu l'as eu encore quand tu étais dans cette période de vesting ou juste après? Après, ouais. Donc j'ai quitté et je suis parti avec ma feuille blanche et en mixant les idées. Tu restais quoi, direct 3-4 mois, même pas? Non, ça m'a mis 6 mois d'aboutir à l'idée d'Eldorado. T'avais pas un stress? 6 mois. Non, j'ai eu la chance à cette époque-là d'avoir de l'argent mis de côté par mes expériences et de me donner un peu de temps parce que j'ai beaucoup réinvesti de l'argent que j'ai gagné dans Eldorado aussi. Donc je me suis remis dans le risque. Et c'est marrant parce que j'ai eu des opportunités aussi. Il y a des gens qui me demandaient pour recruter, travailler dans des fonds d'investissement, etc. Et j'ai tout de suite, je me suis pas posé la question de réentreprendre. En fait, je me suis dit, je sais faire ça, donc j'y retourne quoi. Il y a même des investisseurs qui m'ont dit, mais c'est dingue parce que texto, ils disent, tu te remets dans la merde. C'est-à-dire que tu te remets avec toute la passion du début, mais t'es en bas de la montagne quoi. Même encore aujourd'hui, 4 ans après, je peux te dire qu'on n'est pas encore en haut de la montagne du tout. En haut de l'Eldorado, on l'a pas encore trouvé. Tu t'es dit, au pire des cas, je retourne avocat? Non, jamais. Tu n'as même pas d'expérience, là, c'est compliqué. Là, quelques années plus tard, retourner dans le conseil. Il y en a qui me disaient ça, je me souviens, même mes parents me disaient ça, bon, au pire, tu repratiques le métier d'avocat. Et non, je me suis dit non. Je me suis dit, à la rigueur, je rentre dans une boîte et je suis recruté et je deviens salarié pour la première fois de ma vie. Pourquoi pas? Je teste ça, c'est tranquille, quelques années. Mais en fait, l'idée d'Eldorado m'a tout de suite saisi et dès que je l'ai eu, je me suis dit ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et je connaissais personne à l'époque. J'ai commencé tout seul avec mon premier tableau Excel d'Eldorado et j'ai recruté une stagiaire, j'ai créé une SAS et c'est parti quoi. Lean à fond quoi. Ah lean de chez Lean. Lean de chez Lean comme on dit. Ouais. Ouais, je pourrais te poser la question de savoir si tu aimes te remettre en danger, mais la question, tu viens d'y répondre, c'est pas la peine, quoi. Ouais. Je l'ai pas vécu comme tel, c'est-à-dire que même, et en plus, à la différence, et ça fait une vraie différence, ça change la vie d'un homme, mais de devenir papa, 2 enfants, on pourrait se dire, ouais, est-ce que ça calme les ardeurs, les trucs? Je pense que c'est une question de moment et est-ce qu'on est fatigué, est-ce qu'on a envie de se reposer intellectuellement aussi, parce que entrepreneur c'est pas qu'un métier dur en termes d'horaire de travail, c'est en termes aussi de psychologie, parce qu'on pense qu'à ça, sa boîte quoi. Moi je rêverais un jour quand même de connaître le salariat en disant je rentre chez moi, je laisse mon ordi au bureau et puis à demain quoi. Mais c'est le fantasme de tout le monde. Hein. Ah ouais. Moi c'est le fantasme de tout le monde de dire, ne serait-ce que ça, moi de dire à un moment, je rentre chez moi un soir. Je me pose sur mon canapé et je prends un verre de whisky, parce que j'aime bien le whisky, et de me dire, putain, t'as aucun problème, tout va bien. Alors, c'est sûr que la santé, je l'ai, y a plein de choses qui vont bien, les enfants vont, tout va bien, mais l'entreprise, c'est un éternel recommencement, c'est des emmerdes éternelles. Je sais plus, j'ai interviewé Philippe Bloch qui disait, j'importe des emmerdes, c'est une machine à importer des emmerdes et à exporter de l'enthousiasme, je crois. Donc, je crois que c'est à peu près une phrase comme ça qui dit, c'est très bien. Voilà, c'est qu'à un moment, mais je pense que les emmerdes qu'on a, c'est-à-dire le gars qui s'en va, qui te laisse
l'impayé, l'investisseur. voilà, ouais. ça fait partie du truc en fait. Je pense que si C'est c'était, exactement ça. je sais pas, C'est après, exactement ça. Alors après, ça, on peut démystifier tout de suite, mais les Américains disent aussi c'est cost of doing business. Donc c'est le coût d'entreprendre. Il n'y a pas, démystifions ça, il n'y a pas une entreprise qui a Station F ou Startup, le Next 40, les 14 licornes françaises, etc., qui n'a pas connu des grosses emmerdes, des grosses difficultés, des grosses mises potentielles clés sous la porte, etc. LinkedIn, Facebook, etc. Il y a même un film sur Facebook, etc. C'était un monde d'affaires, l'entrepreneuriat. Et dans le monde d'affaires, il y a de l'argent, et dès qu'il y a de l'argent, il y a des emmerdes. Il n'y a pas une entreprise où ça, c'est pas le cas. C'est un mythe. Ouais, non, mais c'est. Donc, je sais pas si on y arrivera un jour à se poser, se dire tout va bien. Je sais pas. Mais moi, je pense à la retraite. Bah, j'imagine pas, en fait, même à la retraite. Hein, donc, je sais pas comment ça se passe. Bah, on verra bien. Donc, quand tu montes Eldorado, ta première expérience d'étudiant transformé en bon business, que tu as quand même vendu avec un exit sympa, quoi. Ça te donne des ailes ou c'est un frein? La revente? Non, le fait de reprendre à zéro. Le frein, c'est-à-dire de te dire, fais attention, là j'ai fait ça, je suis avocat, là, le droit je connais, maintenant ceci. Je vais pas me lancer tout feu tout flamme, donc il y a un frein. Et d'un autre côté, tu as une certaine assurance parce que tu as déjà fait un truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est très marrant que tu me poses cette question parce que j'y pensais la semaine dernière. C'est un peu, il y a énormément de rapprochements et de métaphores entre l'entrepreneuriat et le couple. Et c'est pareil en fait. C'est-à-dire que on a l'impression que des gens qui divorcent et se remarient vont faire mieux qu'avant. Alors que ça n'a rien à voir parce que c'est pas la même femme, c'est pas la même époque, c'est pas ou le même mari, c'est pas le. Donc, en fait, de se dire qu'on apprend dans la vie. Alors, on apprend pour faire moins d'erreurs et pour être une meilleure version de soi-même chaque jour, ou etc. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. On prend quelqu'un qui a fait 10 boîtes, la 11e, et à succès, la 11e n'est pas du tout garantie d'être un succès. Donc, c'est le fameux serial entrepreneur, donc les entrepreneurs récidivistes. Et c'est très vrai pour Eldorado, c'est-à-dire que je me suis retrouvé depuis 4 ans que je fais Eldorado, tellement de fois en me disant, mais putain, c'est dingue que j'ai fait cette erreur, ou que j'ai eu ce truc, ou que ça me fait chier, ou que ce truc, alors que je savais, alors que j'ai appris, alors que j'ai fait déjà ça, parce que c'est un éternel recommencement. Et donc au moment où je me lance, je me dis pas que je vais être meilleur parce que j'ai fait des boîtes avant. Je me dis juste que je vais aller plus vite sur certains sujets. Il y aura quand même des choses que j'ai appris parce que c'est vrai que tu remets en pratique. Mais je me dis pas ça va être facile, et ne serait-ce que partir le moment où j'ai levé des fonds. Donc j'ai eu la chance d'avoir un réseau d'investisseurs très fort grâce à mes expériences précédentes, et puis évidemment les investisseurs te font plus confiance, donc c'est une des facilités que tu as de recommencer une entreprise quand tu as eu succès avant. Ils réinvestissent vite, mais c'est même pas une chance en fait, c'est une pression supplémentaire parce qu'ils investissent encore plus tôt que si t'étais premier entrepreneur, si c'était ta première entreprise. Ils attendent pas que tu prouves. Ils disent, lui, il va prouver d'une manière ou d'une autre. Et ça te met une pression un peu latente en te disant, il va falloir que je délivre, même mieux. Donc en fait, t'es un peu entre les deux. C'est-à-dire, tu te dis, ouais, c'est un avantage, mais ça peut être aussi me jouer des tours, quoi, si tu veux. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. J'en ai parlé avec. Tu connais Alexandre Pachulski? Non. Talentsoft. Ouais, je connais Talentsoft. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle Génération IA, et c'est extraordinaire. Et on parle d'intelligence artificielle et justement on parle de l'homme jaloux, tu vois. Le mec qui se fait larguer 10 fois par sa femme parce que il est jaloux par 10 femmes différentes. L'intelligence artificielle, la 11e fois ou la 3e fois ou la 2e fois, il va identifier le gène de la jalousie, il va l'enlever et il va en faire quelqu'un qui n'est pas jaloux. Le jaloux, tu peux être sûr que s'il l'a fait 10 fois, il le fera 11 fois. Ouais. C'est bizarre, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'il faut pas le faire et tu le fais quand même. Ouais, quoi. Bien sûr. Ouais, c'est exactement ça. Et la métaphore peut être pareille avec le recrutement. Tu vois, tu fais des erreurs de recrutement et tu fais les mêmes. Enfin, moi, j'ai un gros problème de recrutement parce que moi, on peut me séduire en 2 minutes. Je vois un mec qui a l'air sympa, je me dis il va faire le taf, et puis bon ouais. Moi je sais pas recruter. Voilà. Allez, on va zoomer sur la plateforme. Donc quand je suis allé sur le site, donc en résumant en 2 minutes, donc tu essayes d'agréger
les solutions de financement sur un site internet, c'est ça. Tu les répertories. Tu vas m'expliquer comment, de façon bien plus intelligente qu'un annuaire. Donc tu rentres, tu as start-up et investisseur. Tu as 2 boutons, grosso modo. Explique-moi comment ça fonctionne et voilà. Exactement. Alors c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'on a tout de suite déjà, il y a 2 choses qu'on a voulu faire. La première, c'est plateformiser, parce que c'est comme ça que tu peux traiter le plus de dossiers. Si tu plateformes BISPA, si tu reçois tous les entrepreneurs, tu vois, nous l'année dernière il y a eu plus de 3000 entrepreneurs inscrits. Évidemment, si je rencontrais 3000 entrepreneurs, déjà ça me prendrait 2 ou 3 ans. Donc la plateformisation permet de traiter, et la marketplace que tu connais bien, permet de traiter beaucoup plus de données, de data, de personnes qui utilisent le service. Et le deuxième élément très important d'Eldorado, c'est l'exhaustivité. Et l'exhaustivité, c'est pouvoir traiter de tous les types de financement pour tous les types d'entrepreneurs. C'est à la fois le positionnement différenciant, parce qu'il n'y en a pas d'autres qui font la même chose, mais c'est à la fois un vrai challenge, parce qu'il faut mettre à un même niveau le financement bancaire, les levées de fonds, le financement public. Donc en fait, on s'est dit, la première chose à faire, et c'est ce que j'ai commencé à faire dès le départ, on crée une énorme base de données de tous les financements disponibles. On les catégorise dans les 3 familles principales de financement, qui sont bancaire, financement non dilutif public et levée de fonds, donc financement privé. Et on référence, on rentre des bases de données, donc il y a plein de sauces secrètes sur Eldorado pour référencer, avoir la base de données la plus importante de l'entrepreneuriat sur le financement. Et ensuite, on lance la plateforme d'une même manière qu'une marketplace se lance, c'est-à-dire la poule et l'œuf. Au début, t'as pas d'investisseurs et t'as pas de start-up. Qui tu fais venir en premier? Et on a fait la même chose qu'avec mes sites d'emploi à l'époque, c'est-à-dire qu'on limite l'accès. Ça fait créer une sorte de FOMO, de fear of missing out. Donc les investisseurs veulent se connecter. Plus il y a d'investisseurs, plus il y a de start-up, et plus il y a de start-up, plus il y a d'investisseurs. Donc créer ce cercle vertueux, ça j'ai toujours aimé le faire. N'empêche que le défi a resté tout entier au démarrage, c'est comment on met en musique toute cette base de données avec du coup des algorithmes de matching, donc qui font matcher les bons financements, qui font corroborer les bons financements avec les bonnes entreprises en fonction de critères assez objectifs, hein. L'année de création, le besoin de financement, le secteur d'activité, la zone géographique, etc. Et ça leur donne les bons financements, que ce soit bancaire, public ou levée de fonds. Mais le business model, c'est uniquement les startups qui payent en fait. Exactement. Alors, dans ce métier, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce métier du financement, il y a plusieurs acteurs, hein. Il y a des plateformes, il y a des leveurs de fonds, des conseils, il y a des fonds d'investissement, etc. Et la valeur, elle est créée par l'argent qui circule, c'est-à-dire l'argent de l'investisseur ou du financement, que ce soit BPI, une banque, une région, l'État ou un investisseur, un business angel, un fonds, vers l'entrepreneur. Donc en fait, nous on a décidé, on aurait pu faire plein de choses, on pouvait faire payer les partenaires ou les prestataires, les investisseurs, les startups, les entrepreneurs. Et on s'est dit tout de suite que la logique était de dire aux entrepreneurs, c'est du paiement pour améliorer la boîte, et donc c'est un prix payant, donc tu vois, c'est 49 € par mois en SaaS, donc en abonnement, en modèle d'abonnement. C'est assez peu cher par rapport aux opportunités que peut dégager une levée de fonds ou un financement non dilutif de BPI ou autre. Donc on a un prix assez faible avec à la fois l'accès au financement, mais aussi l'accès à des contenus permettant d'aider à structurer les finances de son entreprise. Et donc les deux combinés font que il y a un vrai intérêt pour les entrepreneurs d'y être. Et il y a l'aspect communautaire aussi, c'est-à-dire j'en fais partie, je fais partie de la communauté Eldorado, et c'est important parce que j'ai une énorme visibilité auprès des plus grands investisseurs de l'entrepreneuriat. Mais tu as tous les investisseurs ? Alors, on peut jamais avoir tout, 100%. On en a, on a plus de 4500 investisseurs aujourd'hui. Il y en a qui sont connectés tous les jours, il y en a qui sont connectés une fois par mois. Non, mais je sais pas, moi, les Partech, Serena... Les fonds de venture ou les fonds d'investissement, ils sont tous sur Eldorado parce qu'on a la chance et l'avantage pour eux d'avoir un deal flow. Donc, un deal flow, c'est une source de dossiers d'entreprises et d'entrepreneurs à financer. Sans comparaison, c'est-à-dire qu'on a quasiment 50 entrepreneurs par semaine qui s'inscrivent, donc c'est des nouveaux projets, et pour ces investisseurs ont un enjeu d'investir, mais aussi un enjeu de connaître qui lève, quand, à quel moment, combien, pourquoi, etc. Et donc eux, ils font ce qu'on appelle du sourcing très régulier, donc on a réussi à capter l'intérêt des plus grands fonds et de toutes les structures d'investissement. Quand je crée ma start-up, j'en ai discuté avec David Bitton de Serena Capital.
Un VC doit avoir quoi, 200, 300 projets par mois à peu près. Exactement. Dans le flux des startups qui s'inscrivent chez toi, ils peuvent piquer, du verbe en anglais, ils peuvent piquer l'idée, la bonne idée. Exactement, c'est-à-dire qu'ils peuvent trouver sur la plateforme à la fois, soit ils font du sourcing complémentaire par rapport à un secteur, c'est-à-dire ils disent bah là on est en train d'investir dans une boîte dans le secteur du recrutement, par exemple, parce qu'on en parlait. Je vais regarder tous ceux qui lèvent dans le recrutement aujourd'hui pour voir un peu les comparables, les valorisations, les prix marché, les technologies, les business models, etc. Et ce faisant, ils peuvent trouver des opportunités et se mettre en relation avec des entrepreneurs en disant bah eux je veux les financer parce que j'y crois beaucoup, et donc ils font ce sourcing et ces contacts avec des entrepreneurs. Et au début, donc tu as mis, j'imagine, sur Excel donc la totalité, tu catégorises, et ensuite tu recrutes quelqu'un pour coder la plateforme. Alors moi, j'ai commencé à coder avec des développeurs freelance, etc. Donc, j'ai investi de l'argent, du temps, etc. Je me suis dit, allez, je lance la première version. Et en fait, en parallèle de la création, et c'est pour ça que un des conseils que je pourrais donner, c'est parler de votre idée, faites-la vivre, faites vivre la marque. C'est que j'ai pu, en échangeant, tomber sur deux entrepreneurs new-yorkais, enfin français qui vivent à New York, Thibaut et Sylvain, qui développaient, qui avaient un peu le même parcours que moi, qui venaient de faire un exit et qui faisaient en projet en parallèle un annuaire de toutes les startups françaises qui s'appelle Les Pépites Tech, en collaboration avec la French Tech. Et cet annuaire, donc eux, ils sont ingénieurs de formation, donc ils codent, ils développent, etc. Et cet annuaire était vraiment social, collaboratif, communautaire, etc. Et c'était tout de suite, on s'est dit, mais attends, eux ils me disent, moi, on aimerait faire quelque chose des pépites tech, on sait pas trop. Et moi je dis, moi j'ai Eldorado qui met en relation les projets avec les financeurs. Il y a quelque chose à faire, à creuser. Et 6 mois plus tard, on s'est associés. Donc on a fusionné nos deux structures. Et Thibaut en particulier, qui est aujourd'hui le CTO, donc le directeur technique d'Eldorado. New York. Alors maintenant il est à Seattle, donc je le dis toujours en m'amusant, ce sont deux entrepreneurs modernes puisqu'ils suivent leurs femmes. Thibaut est à Seattle puisque sa femme travaille chez Amazon au siège, et Sylvain travaille à Genève puisque sa femme travaille à l'ONU. Donc on avait cette culture de télétravail collaboratif ensemble et de travail à distance. Et toujours est-il que c'est lui qui a pris en main toute la plateforme, la logique algorithmique, data, mise en relation, enrichissement, etc. Combien vous êtes aujourd'hui ? On est une vingtaine chez Eldorado. Parce qu'il faut pas y a un truc, ça tourne tout seul, quoi. Alors ça tourne tout seul, mais il y a quand même beaucoup. Alors normalement c'est de l'automatisation, mais dans toutes les places de marché, le rêve c'est de dire allez on laisse tourner et j'encaisse à la fin du mois combien il y a de revenus. C'est plus complexe que ça puisque aujourd'hui on est une vingtaine, la moitié des personnes sont des profils produits et développeurs et techniques, puisqu'ils renforcent la plateforme, les algorithmes. Là, on l'ouvre à d'autres besoins de financement que les entrepreneurs et les startups, enfin les startups, donc les TPE, les PME, etc. Et d'un côté, il y a toutes des profils de financiers, et après les fonctions support, marketing, communication, etc. qui sont hyper importants, réseaux sociaux pour nous, pour créer justement, et ce qu'on a fait, une logique de contenu et communautaire qui est très forte pour attirer un plus grand nombre. Mais quand par exemple le ministre a fait une annonce, vous êtes sur le pont direct, quoi. Il faut mettre à jour direct. Et donc, tu me disais que tu as évidemment l'annuaire, la base de données, mais tu crées aussi du contenu. Tu es obligé de mettre à jour ce contenu directement. Alors, le contenu les données c'est un blog. Des sources de financement, c'est plutôt une base de données à jour avec des profils d'investisseurs qui eux-mêmes ont leur profil et le mettent à jour eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle dans le business, on appelle ça de l'UGC, c'est User Generated Content, c'est-à-dire que c'est les contenus créés par les utilisateurs eux-mêmes. C'est Facebook, par exemple. Facebook, il met pas à jour notre profil, il nous laisse le faire, et c'est comme ça que son business model de publicitaire est à son essor, c'est-à-dire que ça leur coûte pas, c'est les utilisateurs. Et c'est pareil pour Eldorado, sur la base de données investisseurs et startups, ce sont les porteurs de projets et les investisseurs eux-mêmes qui mettent à jour leurs informations. Après, on a beaucoup d'informations bancaires avec les banques et beaucoup d'informations
publiques avec toutes les aides publiques qui existent en France et en Europe, qui sont référencées grâce à des API qu'on a créées. Donc des API, c'est des connexions entre des bases de données avec les connexions des bases de données de l'État sur les sources de financement, sur l'innovation, l'entrepreneuriat qui existe, etc. Donc le tout mélangé fait qu'on a une base de données très vivante. Tu vois, par jour, il doit y avoir une centaine de modifications et de mises à jour, quoi, automatisées ou faites par les utilisateurs eux-mêmes. Tu détailles dans le livre justement les différentes solutions de financement. Par exemple, tu parlais de la BPI, les clubs d'investissement, les VC, la family office, enfin il y a tout un tas de choses. Comment tu fais quand un nouveau processus est sorti? Qui fait la veille? Il y a une veille importante. C'est les personnes qui sont en financement dans le pôle financement chez nous. Donc c'est vrai qu'il y a par exemple quand il y a un nouveau fonds d'investissement qui est créé, tu vois, au début de l'année par exemple, il y a un fonds qui s'appelle Singular qui a levé 180 millions d'euros, qui va investir dans telle et telle startup. Donc là on prend contact avec eux, on dit qu'on crée une fiche pour eux et après on leur laisse prendre la main, enrichir des informations qui sont les leurs. Ensuite, pour les aides publiques, on est en API sur les sites de l'État. Donc, il y a la Chambre des métiers, BPI France, les aides entreprises. Donc, il y a plusieurs sources de financement qu'il faut. Alors, le défi, c'est que toutes ces bases de données sont éclatées. C'est un peu ce que je disais. C'est le paradoxe, c'est qu'il y a plus de 10 000 sources de financement pour les entrepreneurs en France. Mais pour connaître, s'y retrouver, il faut y passer un an pour un entrepreneur. C'est-à-dire, je vais sur ce site, les critères sont pas les mêmes que les autres, etc. Et notre enjeu, ça a été de tout rationaliser autour d'une même base de données, critérisée, pour que tous les critères soient communs sur toutes les sources de financement. 49 €, c'est pas grand-chose, évidemment. Et ensuite, vous avez une solution d'accompagnement personnalisé. Vous allez jusqu'où? Alors nous, effectivement, en fait, tout n'est pas automatisable dans le financement, malheureusement. Ne serait-ce que l'accès au financement public, il y a des dossiers de financement à remplir qui sont très personnalisés. Donc c'est des dossiers de financement qui sont très personnalisés par rapport aux entrepreneurs qui postulent. Et là, il y a à la fois deux choses qui se sont rencontrées. Le besoin de conseils d'entrepreneurs qui nous ont dit « Ouais, c'est génial la plateforme, ça m'apporte beaucoup, j'ai du contenu, des relations et tout, mais j'ai besoin de parler à quelqu'un. » Et des projets qui étaient excellents, qui avaient des grosses opportunités d'avoir des financements. Et on s'est dit, on va créer une branche de conseil chez nous qui va permettre d'accompagner des entrepreneurs jusqu'à l'obtention soit de financement public, soit de levée de fonds. Assez régulièrement, quand j'ai des rendez-vous avec des entrepreneurs, des start-upers, on me dit, écoute, on va décaler le rendez-vous parce que là, on est sur une levée de fonds. Ouais. Tu connais la phrase. Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Pourquoi tout le monde ne passe pas par vous? Alors effectivement déjà oui, c'est ce que tu dis, c'est que ça prend à la fois du temps, c'est chronophage et ça prend même du moral, parce que c'est dur pour le moral. Lever des fonds, faut être bien équipé et avoir le sourire et la banane, parce que on prend beaucoup de noms, on se remet en question notre projet, la valorisation de ce qu'on fait, etc. Donc c'est prenant. Alors moi j'ai envie de dire que j'aimerais que tout le monde passe par nous. Il y a des typologies d'entrepreneurs qu'on pourra jamais adresser sous le forme de plateformisation. C'est ceux qui lèvent beaucoup d'argent. À partir du moment où tu lèves 3 à 5 millions d'euros et plus, tu passes pas par une plateforme pour rencontrer tes investisseurs. Ça se fait beaucoup par mise en relation. C'est beaucoup un peu ce qu'on dit sous le manteau, etc. Et c'est pas public et autres. Et l'autre catégorie, qui est souvent la même, c'est les entrepreneurs qui n'ont pas besoin de surface d'investisseurs ou de sources de financement complémentaires. Mais même pour eux, on dit que Eldorado peut être utile pour voir s'il y a plus large que ce qu'ils avaient comme eux en connaissance d'investisseurs, ou plus adapté en termes d'investisseurs, parce qu'un investisseur, il ne met pas que de l'argent, mais il devient aussi associé de la structure. Donc, il y a des typologies d'entrepreneurs ou qui cherchent pas de financement. Bah là, on ne touche pas, hein. L'entrepreneur qui est en autofinancement total, c'est-à-dire qui prend même pas d'argent bancaire, ni public, ni de levée de fonds, et qui fait que ses clients, Eldorado lui servira à rien. Mais si je choisis ta solution, par exemple, parce qu'il faut quand même le rappeler, lever des fonds, c'est ouvrir son capital. C'est pouvoir ouvrir le capital à hauteur de 15-20%, souvent par round, par tour. Ouais. Est-ce que si j'ai par exemple besoin d'avoir du financement autre que ma banque, ouais, est-ce que je peux aller sur Eldorado, je peux trouver des solutions? Oui, complètement. En fait, c'est là où je te parlais de l'exhaustivité, c'est-à-dire que il y a 3 typologies de financement. Les levées de fonds, donc le financement privé, c'est-à-dire des investisseurs qui
mettre de l'argent dans l'entreprise en échange d'actions ou de parts sociales. Il y a les banques, eux, leur business model des banques, c'est ils prêtent contre de l'intérêt, donc on peut trouver des financements bancaires sur Eldorado. Et il y a tout ce qui est un écosystème très fort de financement non dilutif. Et à la différence de la dilution qui est imposée dans la levée de fonds en échange d'actions, c'est-à-dire qu'on reçoit des financements, que ce soit des prêts, des subventions, gagner des concours, etc. C'est de l'argent qui va dans le compte sans échanger de l'action. Et là, on a un acteur majeur en France qui est BPI France, mais aussi les régions, d'autres acteurs, etc. Mais qui font quoi, des prêts d'honneur? Alors, les prêts d'honneur, c'est des organismes à part, parce que le prêt d'honneur, à la différence du prêt d'entreprise, c'est des prêts qui sont pour les dirigeantes et dirigeants, donc les fondatrices ou fondateurs d'entreprises, qui investissent ces prêts dans l'entreprise. Mais après, il y a toute une dynamique de prêts d'entreprise et de subventions qui sont distillés par BPI France, mais aussi les régions ou des organismes, même l'Union européenne, des ministères, etc., quoi. Au niveau du fonctionnement, ça fait pas double emploi avec le livre? Oui et non. Alors, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup de choses, de conseils qu'on donne dans beaucoup de contenus du site dans le livre, parce que c'est vraiment un condensé et une synthétisation de tout ce qu'on fait, une synthèse de tout ce qu'on fait. En revanche, le livre, il touche beaucoup plus large que les entrepreneurs du numérique, de l'innovation au sens large, qu'elle soit numérique ou de service. C'est pour tous les types d'entrepreneurs, que ce soit un franchisé qui ouvre un restaurant, une personne en freelance qui sort son site de bijouterie en ligne, etc. Donc là, on va beaucoup plus large. Et puis l'aspect livre aussi, il y a beaucoup de retours d'expérience et d'interviews qu'on a rajouté dedans. Tandis que le site, tu rentres direct, il y a écrit startup, quoi. Exactement. Pour l'instant, après, maintenant, on est en train d'ouvrir la plateforme. C'est un des gros enjeux de cette année pour nous. Ouais. Qui vous avez aidé, par exemple, qu'on pourrait connaître dans l'échelle Eldorado? Alors, on a aidé pas mal de boîtes plus ou moins connues. Hein. En 4 ans, on a accompagné plus de 2000 entreprises dans leur financement. On a de très connus, on peut dire Yuka par exemple, qui est l'application de scanning de produits pour connaître leur composition et aujourd'hui même leur impact environnementaux sur la consommation des ménages. Et on l'a aidé dans la complémentarité de son tour de table, donc sa levée de fonds, avec BPI France qui a investi ou prêté de l'argent. C'était il y a longtemps, à un moment. C'était en 2019. Donc Yuka était déjà Yuka, quoi. Yuka était déjà Yuka, mais Yuka était naissant et on voyait déjà l'opportunité incroyable du nombre d'utilisateurs qui sont connectés et qui utilisaient l'application chaque jour, quoi. Donc il y a eu un momentum très fort et on les a aidés à faire comme tous les entrepreneurs, c'est-à-dire qu'eux ils veulent se concentrer sur leurs produits, leurs services, grandir. Et nous, on fait tout l'aspect structuration de financement. Mais après, Yuka, je me trompe peut-être, hein, mais tu sais, c'est pas tellement un esprit français. Les Américains, quand ils créent des boîtes, ils peuvent créer des communautés. C'est-à-dire que si tu as 30 millions d'Américains sur un site internet, ça vaut vraiment beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Vois. En France, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Bon, on n'a pas les 30 millions de toute façon. Ouais. Mais Yuka, je pense que c'est plutôt ce modèle-là. Plus que de l'argent, non? C'est-à-dire que quand ils ont levé des fonds, il n'y avait même pas de modèle économique. Voilà. Donc, il y avait, je crois, entre 4 et 5 millions d'utilisateurs, ce qui est déjà extraordinaire. Aujourd'hui, c'est une des applications les plus téléchargées en France avec WhatsApp et Messenger. Si tu veux, donc c'est quand même assez fou. Et du coup, l'aspect communautaire a joué beaucoup sur leur valeur à ce moment-là, plus que le chiffre d'affaires et l'attraction, effectivement. Qui d'autre, par exemple? On peut citer. Moi, j'aime bien toutes les entreprises qui sont sur de l'innovation. Alors non, on a beaucoup d'entreprises qui sont ce qu'on appelle deep tech, donc de technologie de rupture. On a une entreprise que j'adore qui s'appelle Skibids, qui fait de l'intelligence artificielle pour le secteur de la publicité et pour les brokers en publicité, des logiciels qui vraiment vont interagir sur les prix des publicités télévisées ou radio en temps réel. Super. C'est qu'on appelle ça? C'est du press management, du yield management. Exactement, mais sur un secteur très niche, etc., avec une équipe d'ingénieurs de très haute volée, etc. Et puis des entrepreneurs aussi plutôt dans du concret. On a Zenride par exemple, qui est la start-up qui veut créer des vélos de fonction, donc qui vend un service aux entreprises de vélos de fonction pour leurs salariés. Donc il y a un impact environnemental très fort dans les grandes villes, etc.
Antoine, super entrepreneur. On a une autre entreprise qui s'appelle Gringo qui fait des consignes réutilisables pour le secteur de la restauration à emporter. Donc à côté de son bureau, au lieu de jeter sa barquette en plastique avec sa salade, on réutilise le plat qu'on a utilisé. Et toutes ces entreprises, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'intelligence artificielle au vélo, ont le même besoin d'identifier les bons investisseurs au bon moment. Et pour eux, puisque c'est des clients, on les a aidés. J'espère qu'on en aidera des milliers d'autres. Et toi, à titre personnel, tu investis toujours ? Alors maintenant, j'essaye d'éviter de ralentir l'investissement puisque j'investis énormément de temps sur Eldorado. On est à l'année 4. J'aime à dire qu'après l'année 3, c'est les choses sérieuses commencent. Donc, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et ça demande beaucoup de temps et d'énergie et d'investissement financier et de temps. Et investir dans une entreprise, c'est pas que mettre 10, 15, 50 000 euros dans une entreprise, c'est aussi passer du temps avec parce que j'ai pas encore, je sais pas si je l'aurai un jour, mais la surface d'être millionnaire à dire allez 50 000 par-ci, 50 000 par-là. Moi, si j'investis, c'est aussi pour participer à l'aventure. Et ce temps, je l'ai moins maintenant. Donc là, je me suis arrêté. Je crois que j'ai fait en tout 18 investissements. Si rentable ? Je vois, alors rentable, non, c'est pas rentable l'investissement. Alors si j'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle un exit, donc une sortie, notamment une entreprise qui est assez connue qui s'appelle Welcome to the Jungle. J'étais un des premiers investisseurs et grâce au talent incroyable des entrepreneurs qui l'ont créé, ils ont levé des tours de table successifs et j'ai eu l'opportunité de revendre mes actions à un moment. Donc oui, c'est rentable si on prend au sens global, mais c'est un investissement qui est tellement risqué, qui implique tellement de choses pour qu'il y ait un succès d'entrepreneur qui arrive jusqu'à une revente ou une levée de fonds plus importante, que déjà avoir 18 lignes d'investissement, c'est déjà beaucoup. J'aimerais bien en faire plus, mais à un moment, la ligne la plus importante chez moi, c'est Eldorado dans mon quotidien au travail, quoi. Ce que tu es en train de me dire, c'est que tu dois t'investir dans l'opérationnel aussi. Exactement. C'est ce qu'ils attendent en fait. Oui, même moi, c'est ce que j'attends. Comme je te dis, j'attends pas de mettre 50 000 euros ou 10 000 euros dans une entreprise sans leur donner un petit peu des conseils, de l'ouverture du réseau, du temps, quoi. On va passer aux questions personnelles. À quoi ressemble ta journée type ? Alors, elle ressemble au fait qu'il n'y en ait pas de journée type parce que déjà, donc moi je suis divorcé en garde partagée, donc si tu veux déjà mes semaines d'une semaine à l'autre ne se ressemblent absolument pas. 3 ou une semaine Une semaine. Et du coup, la semaine où j'ai mes 2 enfants en plus de ma belle-fille, on est 3 enfants, puis une, puis 3, puis une, puis 3. Donc déjà tes semaines te ressemblent pas. Et après la journée type, alors j'essaye de cadrer mon agenda pour me dire il y a des journées où je fais des calls, il y a des journées où je travaille à la maison, il y a des journées. Et en fait, j'ai pas de journée type. Ma semaine, j'ai aucune semaine qui se ressemble véritablement. J'essaie d'organiser mon agenda en fonction des 3 plus grandes priorités. La première, c'est l'équilibre vie perso, vie pro et de pas me laisser emporter par mon agenda pour passer moins de temps avec mes proches et ma famille. Le deuxième, c'est les impératifs impérieux, j'allais dire, du moment, le bien-être de mes collaborateurs et collaboratrices, les clients, les urgences clients. Et le troisième, c'est sur les projets nouveaux qu'on veut lancer ou les projets d'évolution où là, je les insère dans les temps qui peuvent être ouverts. Depuis 1 an, j'ai envie de te dire que ma journée type, elle est bien plus riche qu'avant puisque je rencontre beaucoup plus de personnes par le fait qu'on fasse des visios, des calls. On va beaucoup plus droit au but. On arrête de prendre des cafés d'1 heure, 1 heure et demie, etc. Et du coup, elle est plus riche qu'avant, mais malheureusement, je peux pas te donner une journée type. Après, je dors peu, je me réveille toujours à peu près à la même heure, à 7 heures, et je me couche tous les jours à peu près à la même heure, à minuit. Entre les deux, il s'est passé pas mal de choses. Le week-end, tu bosses ? Non, j'essaye de plus bosser le week-end depuis Eldorado. Depuis même plus 2 ans, 2 ans et demi. Parce que je me suis rendu compte que la boîte n'avançait pas plus vite. Je faisais certes plus de choses, mais c'était pas forcément plus productif pour la boîte. Et puis, je perdais du temps à pas pouvoir faire d'autres choses en parallèle, quoi. Lance-toi dans le podcast, tu verras qu'on peut bosser le week-end. C'est ce que je fais, moi. C'est ce que tu m'as dit, ouais. Ton talent principal, à part les shots ? C'était mon premier talent à la fac. Alors j'ai toujours ce talent, non je rigole. C'est difficile de répondre à cette question. Le talent principal, je pense que c'est plus un skill, on va dire l'éternel optimisme. C'est
c'est quelque chose c'est là d'où je puise ma force, c'est là d'où je passe les barrières et c'est là où j'entraîne les personnes pour remplir nos objectifs. Donc l'optimisme, ne jamais être pessimiste, c'est déjà pas mal. Dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a surpris ? Alors, ce qui m'a surpris, c'est c'est une bonne question, ça. Ouais, ce qui m'a surpris, c'est de vouloir continuer à faire le même métier, donc entrepreneur, malgré que ma vie ait évolué. Tu vois, c'est-à-dire mariage, divorce, enfant, etc. Et ben, je reste à faire le même métier au final. Et c'est ce qui m'a surpris, c'est de en fait me rendre compte que ce que j'ai commencé à faire, comme on le disait au début à la fac, etc., était vraiment le métier que je voulais faire, même si j'ai pas eu véritablement de formation sur ce métier-là. C'est assez surprenant quand même. Est-ce que tu peux me donner 2-3 étapes de ta vie professionnelle qui t'ont marqué, mettre ta vie en 3 photos ? 3 photos, je dirais les stages en cabinet d'avocat que je détestais. Gros flash, pas d'inspiration, chiant, long, beaucoup trop de travail pour pas de plaisir. Le deuxième, c'est les succès, donc la revente de mon entreprise et de mes entreprises, qui a été une véritable marche en avant, une période assez faste. Et la troisième, c'est repartir à zéro avec Eldorado. C'est un gros flash. Hein. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais vraiment, je blague pas quand je dis c'est du jour au lendemain. C'était ça, quoi. Quelle boîte connue t'aurais aimé créer ? C'est une très bonne question. Alors, il y en a une parce que j'admire l'entrepreneur qui la dirige. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est Céline Lazorte, c'est Litchi. Parce que je trouve Tu la connais, Céline ? Ouais, je la connais bien. Enfin, on se connaît bien entrepreneurialement parlant, quoi, on va dire. On navigue dans les mêmes eaux. Et moi, je trouve que c'est une des plus grandes entrepreneurs français, non genrés, hein, d'ailleurs, masculin, féminin. C'est génial. Et pourquoi ? Parce que je trouve qu'elle a dégagé une inspiration de dingue sur un business qui était tellement con à la base, quoi, de créer une cagnotte collective, etc. En fait, et c'est ça que j'adore dans certains business, et ce que les gens admirent, c'est que c'est très con comme idée, mais on en fait un truc incroyable, une vraie entreprise. Et c'est un peu ton parcours dans le sens où je me souviens quand elle le raconte, elle chope une enveloppe pour un anniversaire, je crois. Ouais. Ça n'existe pas. Et elle se dit, c'est con que ça n'existe pas, quoi. Et en plus, elle a fait, je crois que de mémoire, elle a fait Epita, mais elle n'est pas vraiment codeuse. Elle a fait voilà. C'est à peu près ton truc. Tu me parlais de Barack Obama. Ouais, c'est un peu. Alors c'est dans l'essence, c'est pour ça que je me retrouve aussi dans des parcours comme le sien, mais c'est la passion, etc. Mais c'est une boîte que j'aurais bien aimé faire parce qu'elle touche tellement de gens. Et moi, je suis plutôt dans le B2B, donc business to business. Mes entreprises sont plutôt dans les clients sont d'autres entreprises. Le B2C, donc avec des clients consommateurs. C'est génial parce que tu parles à n'importe qui de ton projet, il a peut-être même déjà utilisé ton service et c'est une adrénaline qui doit être géniale. Donc j'aurais bien aimé créer cette boîte. Et il y en a une autre plus récente qui vient d'être annoncée comme licorne, qui s'appelle Back Market, donc qui je dois recevoir Thibaut. Voilà, c'est génial. Il est intervenant dans le livre, comme tu le sais, Eldorado, et le concept de cette boîte est tellement génial. Réutilisation, c'est tellement une problématique mondiale importante. Donc Back Market, c'est du reconditionné, donc dans les produits high-tech et autres, électroménagers et autres, où on remet à neuf un outil ou un bien pour le revendre. Et c'est tellement un problème mondial, universel, et c'est tellement bien délivré. J'adore comme il délivre Back Market en com, en marketing, en utilisation, que j'aurais bien aimé créer cette boîte. Donc, je t'aurais dit ces deux-là, quoi. Tu as des hobbies ou tu fais du sport ? Ouais, mon hobby principal, c'est le sport. Par mes enfants, je fais beaucoup de rugby encore. J'essaye d'exploser les statistiques des joueurs les plus vieux. Voilà, bon, j'ai 35 ans, ça va encore. Mais ça fait 20 ans que je fais du rugby, course à pied, trail, beaucoup, boxe. Et donc le sport, c'est mon hobby principal. Hein, c'est mon lâcher prise, etc. Et sinon, mes enfants, c'est mon hobby. Je joue plus qu'eux quand ils jouent, me dit mon père parfois. Donc, Quel est le bouquin sur ta table de chevet à part le tien ? bonne réponse. Pour l'instant, c'est bien. Non, en ce moment, je lis le dernier Goncourt, L'Anomalie. Donc un roman. C'est incroyable. Ouais. On en a parlé ce matin. Ouais.
Et on me l'a offert. Ah bah et, écoute, je l'ai pas encore lu. plonge dedans. Alors je suis pas un grand lecteur, hein, Ouais. j'essaie pas de me faire Ouais, passer mais- pour ce que je suis pas malheureusement. J'aimerais bien l'être plus. Et d'ailleurs je lis d'une manière totalement déstructurée. Hein. Ma compagne me dit mais comment tu lis? C'est-à-dire que je relis 3 fois les mêmes chapitres, je retourne en arrière, j'ai une lecture pas du tout linéaire. Ça se voit que je suis pas un grand lecteur. Mais en tout cas c'est mon livre de chevet en ce moment. Bon. Film ou série? Série. Laquelle, la dernière? La dernière, alors très bonne série, le The Crown, donc Ah oui. sur la reine La reine d'Angleterre et enfin la famille royale C'est bien. hein. de 1950 à Lady Di, donc Mais je crois que dans on les est à la années 4e 90. saison, là, il me semble. Ouais, 4e La saison. 4e est même meilleure que la 3e. hein. Ouais, c'est très intense, extrêmement bien fait, très juste, les Ah personnages d'une profondeur Mais hallucinante. c'est marrant, je suis tombé sur une photo où la reine regarde The Crown. Ah, Donc elle le voit. Et elle alors pas elle, parce qu'elle a pas dû le déclarer, mais la famille royale, manifestement, encense la série. alors elle n'est pas glorieuse pour. À mon avis, la Prince famille Charles, royale, mais hein. ouais. Non, si tu veux, t'as quand même cette histoire de, on le voit, hein, cette histoire de froideur qui est, Ouais. qui de toute façon se flegme, ou je sais pas comment on appelle ça. Anglo-saxon, enfin Ouais. anglais, très anglais. Et puis bon, si elle assume et qu'elle vit avec, elle peut se regarder. Hein. Je sais pas si on peut comprendre nous ici, parce que nous on est sur une des institutions où on élit une personne. Ouais. La royauté, c'est qu'on se met, elle est aimée en fait, hein, Ouais, c'est ça. qu'on subit. Je sais pas si on serait capable en France. Ouais, c'est vrai. On l'a vécu. Hein. Qui pourrait être le prochain invité de mon podcast que tu pourrais me présenter et pourquoi? On a déjà parlé pas mal de prochains invités quand on en a parlé. Je vais te dire une personne que. Alors moi, je crée ces projets et ces boîtes parce que c'est aussi un peu ma manière de lutter un peu contre les inégalités aussi en France qui existent, et dans l'entrepreneuriat il y en a beaucoup. Il y a le fait que c'est beaucoup plus difficile de se financer quand on est une femme issue de la diversité, issue de l'immigration, issue de quartiers défavorisés ou même en région. Et il y a une initiative que j'aurais rêvé de créer, tu vois, tu me disais créer une boîte, c'est une initiative qui s'appelle Les Déterminés, qui favorise et met en avant les entrepreneurs issus de quartiers défavorisés, des cités, etc., et des projets entrepreneuriaux. En gros, dans les cités, en France, il y a 2 choses qui permettent de sortir du lot, c'est l'entrepreneuriat ou le sport de haut niveau. Et parfois l'univers cinéma ou autre. Mais je le mets dans l'entrepreneuriat parce que ça devient quand même des marques après, ces personnes-là. Et Moussa Camara, qui dirige Les Déterminés, donne tout son corps, âme et quotidien pour favoriser la naissance, l'éclosion d'entrepreneurs issus de quartiers, pour dire on n'a peut-être pas tous les avantages que ont d'autres de réseau et on est peut-être délaissés, mais c'est à nous de nous en sortir, et on crée des entreprises, on crée des boîtes, on crée des projets, des initiatives. Et je trouve ça tellement passionnant, c'est vraiment super bien fait. Nous, on est partenaire des Déterminés, on a la chance d'être partenaire avec Eldorado pour aider les boîtes à trouver des investisseurs, etc. Et c'est hyper inspirant. C'est un épisode, je suis sûr que tu auras des milliers de retours d'expérience, d'initiatives qu'il y a eu, qui sont tout aussi passionnantes que les entreprises d'intelligence artificielle à Station F. Et les 2 autres? Alors les 2 autres, j'aurais dit un ami à moi que j'admire qui s'appelle Alexandre Bonetti, qui a créé une boîte qui s'appelle Simple et Beau, et qui justement, tu vois, c'est le genre d'entrepreneur que j'aime bien parce que c'est les boîtes pas trop connues, qui font pas trop de bruit mais qui sont vraiment géniales. Et Simple et beau. Simple et Beau, qui est un outil d'automatisation de création de sites web pour les professionnels et indépendants. Il y a beaucoup de concurrents dans ce secteur-là, mais eux, ils arrivent à faire sur un modèle, une bienveillance, des valeurs qui correspondent et que j'aime beaucoup. Et parce qu'il y a vraiment une logique d'entrepreneur, de businessman que j'aime beaucoup, quoi. Donc voilà. Et puis la dernière personne, moi, que j'aime beaucoup, c'est un de nos investisseurs qui s'appelle Marc Ménassé. Ah oui. Donc c'est pas la peine de le. Voilà. Je devais le voir hier. Ah. Il a décommandé, je sais plus pourquoi, et je crois que je le vois en juin. Eh ben écoute, vois-le, parce que Marc on se ressemble pas mal, mais moi ce que j'adore chez Marc, c'est son intuition
entrepreneurial, ça te voit qu'il a ça dans le sang, cette passion, j'ai bossé etc. déjà, j'avais préparé l'épisode. Tu vois, il y a une expérience assez incroyable. Il a quelque chose. Ouais, c'est génial d'être entouré de personnes comme ça, c'est hyper riche. J'aimerais bien partir en vacances une semaine avec lui. Bon, alors on a des relations ensemble qui sont business parce qu'il est aussi investisseur chez Eldorado, donc on a des défis ensemble, on a des discussions ensemble, etc. Mais c'est une personnalité très riche dans l'univers entrepreneurial comme il y en a peu d'autres, quoi. Tu pourrais me faire l'intro pour les Mais avec grand plaisir. Ouais. Allez, je te pose la dernière question du podcast, qui est une tradition. Ce podcast s'appelle La Combinaison parce que je cherche à comprendre la combinaison d'éléments, la recette ou les ingrédients qui ont amené la personne que j'ai en face de moi là où elle est arrivée. Quelle est la combinaison ? Quelle est ta combinaison pour devenir Adrien Chaltiel ? Alors, c'est une super bonne question. Je dirais que c'est la combinaison de... on va dire, c'est la combinaison de deux choses. L'énergie positive. Voilà, être positif, ça aide vraiment beaucoup dans la vie. Moi, je me souviens très bien de quelqu'un qui m'avait dit moi, quand il pleut, je me plains pas parce qu'il pleut, je peux rien y faire. Ou quand je rentre dans le métro, je me plains pas qu'il y ait du monde parce que c'est le métro, quoi. C'est les heures de pointe. C'est Tiger Woods qui dit j'essaie de m'en faire uniquement là, sur les choses sur lesquelles je peux influer. Il peut stresser sur l'adversaire, mais s'il va jouer son championnat du monde et que demain il fait mauvais, il peut rien y faire. Exactement. Et par contre, moi, je sais qu'à titre personnel, je vais quand même m'en faire parce que je me dis, oh putain, si demain je suis en forme, demain je n'ai pas ça, qu'est-ce qui va se passer ? Exactement. Ouais, mais c'est comme ça. Et ça, c'est un très bon motto, d'être toujours positif et de pas prendre des choses auxquelles on peut rien faire comme du négatif dans son quotidien, personnel et professionnel. Ça enlève quand même un poids et ça permet de mettre son énergie, bien placer son énergie, parce que mettre son énergie sur des choses négatives, c'est pas mon tempérament. Du coup, je dirais que c'est ça. Et puis la résilience, je trouve que c'est une qualité qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, mais jamais lâcher l'affaire, aller vraiment au bout des choses. C'est quelque chose qui a fait qu'une bonne combinaison des deux, avec des beaux projets, des belles idées, des belles personnes que j'ai rencontrées dans mon univers professionnel. Et j'espère que ça continuera encore de longues années. Adrien, on a fait le tour, c'était cool. C'était super cool. On s'est marré, c'était bien. bien. Franchement top. Merci. À bientôt. À bientôt et merci à toutes et à tous. Ciao. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Comme promis, voici le code de réduction pour commander sur papéo.fr. C'est la combinaison, tout en majuscule. Je vous offre 10% de remise sur votre première commande. Parlez de ce podcast à vos amis ou à vos collègues de bureau. Partagez-le le plus possible. Abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton s'abonner dans votre application mobile ou sur votre ordinateur. Ainsi, vous serez averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je sillonne la France pour vous proposer de nouveaux invités. C'est vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas mon métier, vous l'avez peut-être compris. C'est une passion que je pratique en dehors de mon job. Si vous avez apprécié cet épisode, dites-le moi avec des étoiles. 5 de préférence sur Apple Podcast, anciennement iTunes, et d'y ajouter un gentil commentaire, ça me fera plaisir. Ça me permettra également de remonter dans les classements. Et puis si vous n'êtes pas Apple, c'est pas grave, parlez-en autour de vous, partagez sur les réseaux sociaux, c'est prévu sur votre application de podcast préférée. Enfin, vous pouvez vous abonner sur lacombinaison.fr pour être averti dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je suis Frédéric Azoulay, n'hésitez pas à me faire remonter vos remarques, vos questions, mais aussi des invités que vous aimeriez entendre. Je vous dis à bientôt.